Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial à Nakamura. Je voulais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé au cours de ce show. J'ai beaucoup de choses à vous dire et je pense que ça va être un épisode un petit peu particulier. Je pense que ce sera pas un des épisodes les plus fun qui soit. Et je m'en excuse, mais voilà, la vie n'est pas faite que de passion, tout ça quoi. On rigole bien, tout ça d'habitude. Mais là, cette fois-ci, j'ai envie de vous faire un épisode beaucoup plus, pas sérieux, mais beaucoup plus, disons, honnête. Quelles qu'en soient les émotions véhiculées à travers cet épisode. Je m'en excuse d'avance. Mais je tenais à revenir sur ce show. Je ne l'ai pas fait au cours des dernières années, pour des raisons qui sont pour moi assez évidentes. Je me voyais pas parler de ce show et encore moins de manière, disons, réfléchie. En fait, mon but, analyser plutôt. Mon but, c'est vraiment pas d'analyser ce show. Je vais pas être là pour vous parler de catch. Je vais être là pour vous parler en fait de ce que ce show représentait. J'ai envie de discuter avec vous de chaque les petits clins d'œil qu'il y a pu y avoir, etc. Ce magnifique hommage qui est fait chaque année. Et là, ça va faire à peu près 5 ans. Ouais, je fais cet épisode un peu en retard, je m'en excuse. Ça va faire 5 ans que Anna est partie. Et c'est pour ça que je voulais faire un épisode spécial à cette occasion. Revenir sur ce show, honorer sa mémoire et vous parler un petit peu de mon histoire concernant Anna Kimura, parce que c'est vrai que j'en parle très très peu, et c'est un sujet que j'évite d'aborder pour des raisons pardon, qui sont assez évidentes, mais aujourd'hui je pense que c'est le moment, c'est l'occasion de revenir là-dessus. Je voulais vous faire cet épisode juste après le show, c'était quoi? C'était le 23 mai, et j'ai pas vraiment pu, puisqu'en fait, avec Oh My Ghost, on a travaillé énormément sur la miniature. Désolé, je cherche beaucoup mes mots. Ce podcast, je vais beaucoup chercher mes mots, je pense, puisque c'est une manière. Je pense que pour moi, cette façon de parler, c'est un truc auquel j'ai beaucoup réfléchi. C'est vrai que j'ai tendance à souvent réfléchir, à faire des pauses tous les deux-trois mots. Et maintenant que je vous l'ai dit, vous allez beaucoup faire attention. Mais en fait, je trouve ça très important de chercher ces mots et je pense que ça montre même. En fait, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, est-ce que c'est un signe de débilité? J'en sais rien. Parce que bon, quand t'es là à chercher tes mots dès tous les deux, trois mots quoi, dans une phrase, est-ce que c'est pas un signe voilà, de débilité quoi? Peut-être que j'ai un QI inférieur à la moyenne et c'est pour ça qu'en fait j'ai besoin de chercher mes mots chaque fois que je parle. Mais honnêtement, je pense pas. Je pense que même c'est plutôt pas une preuve d'intelligence, mais je veux dire c'est une manière voilà de bien chercher mes mots, de trouver les bons mots et de comment on dit en français, de transmettre. C'est une dinguerie, j'ai les non, ça va faire le mec. J'ai les mots en anglais et en japonais, mais je l'ai pas en français. C'est une dinguerie. Mais de transmettre certaines émotions précises, enfin certaines pensées plutôt. Enfin bon bref, je m'étale et je pense que cet épisode va être un épisode où je vais m'étaler sur beaucoup de choses. Donc pour vous faire un petit peu le sommaire de cet épisode, comme on fait à chaque fois, on va commencer dans un premier temps en faisant la review de ce show. Review, comme je vous l'ai dit, qui ne sera pas basée sur le catch, qui ne sera pas basée sur l'in-ring, plutôt sur ce que j'ai ressenti euh, et ce que chaque match représente, ce que les catcheurs ou les catcheuses représentent, etc.
J'aimerais revenir un petit peu sur ça, les relations que certaines personnes avaient avec Anna et pourquoi elles sont là, quoi, pour ceux qui sont peut-être pas au courant. Donc je voulais revenir un petit peu sur tout ça. Tous les petits clins d'œil qui lui ont été faits, les petits hommages, tout ça, je voulais revenir un peu sur tout ça en fait. Aucune analyse de match, on va pas rentrer dans les détails, j'ai pas envie de parler de catch, je veux juste parler de ce show en général et les émotions qui véhiculaient. Et en deuxième partie, je voulais terminer avec mon histoire, comme je vous l'ai dit au début, concernant Anna, tout ce qu'elle représentait pour moi et tout ce que j'ai pu connaître avec elle, à travers elle, grâce à elle, toutes ces choses-là. J'ai envie de vous parler un petit peu de tout ça, puisque je l'ai quand même. Enfin, je sais, c'est un peu bizarre de dire ça, mais tant pis, j'ai pas envie de mâcher mes mots. Mais je l'ai connue, du coup, vivante, quoi. Je sais que ça fait un peu bizarre de dire ça, même moi, ça me fait bizarre. Mais, euh, mais du coup, c'est pour ça que je voulais en parler avec vous. Beaucoup ne connaissaient pas Stardom euh, quand elle était encore là, parmi nous. Donc, je pense que je fais partie, un des rares en France dont c'était le cas. Donc, si je peux partager un petit peu tout ça, et au-delà de la catcheuse même pardon, c'était la personne que j'appréciais énormément et à laquelle je me suis énormément intéressé. Euh, et avant qu'elle nous quitte, j'étais vraiment un de ses plus grands fans, mais en tant que personne. J'y reviendrai un petit peu sur tout ça, sur la différence que j'apporte entre la catcheuse et la personne. Et je pense que tout ça, ça peut être des éléments intéressants. Donc, je sais pas exactement combien cet épisode va durer. Je pense que pour vous qui l'écoutez, enfin, du coup, vous le savez, mais moi, c'est vraiment total impro. Voilà, je vous le dis de suite. J'ai juste mes notes pour ce qui s'est passé dans le show, mais tout le reste, ça va être impro. Donc, c'est pour ça que je risque de partir un peu dans tous les sens. Et je m'en excuse. Euh, mais, euh, mais pour ceux qui sont abonnés au Patreon, par exemple, vous savez comment ça marche. Donc c'est pour ça. J'ai tendance à, voilà, à parler un petit peu de tout et tout. Et là, voilà, j'ai envie juste de parler à cœur ouvert, parler avec ce que j'ai envie de dire. Et, euh, et franchement, c'est un plaisir de faire ça, même si ça me fait un petit peu bizarre. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur tout ça. Donc voilà, on va commencer tranquillement en parlant du show, en parlant du début d'ailleurs du show, qui était plutôt pas mal. On avait, je crois que c'était genre Black Mensoré, un truc comme ça là, et je sais plus qui présentait la carte et le show. Donc voilà, en gros on commence comme ça. Et ensuite c'est Kyoko qui vient nous parler, expliquer pourquoi ce nom de show, Anabi. Et elle explique tout ça, enfin voilà, ce que ça représente, nanana, que Anabi ça veut dire, comment on dit en français, fireworks, feu d'artifice. Donc voilà. C'est un beau, pas jeu de mots, puisque bon, dans Anabi, oui, il y a Ana, mais c'est parce que enfin, c'est le même kanji, et c'est parce que c'est basé sur ça vient de ce mot même, quoi. Ça, comme nous, en fait, c'est comme si on disait, ouais, il y a le mot feu dans le mot feu d'artifice, quoi. Donc en gros, voilà. Donc bref, elle nous parle un petit peu de tout ça et tout. Et, euh, et ensuite, il y a un mec qui vient là, je suis désolé, je me souviens plus de son nom. Et il vient nous parler d'un truc un petit peu particulier. Je crois qu'il s'adresse indirectement à Rossi, de ce que je crois avoir cru comprendre. Sur Twitter, etc. Parce qu'en fait, Rossi la veille avait fait un tweet en disant je sais plus quoi, et en gros, ça a pas plu à ce mec qui le faisait savoir. Et je sais plus ce que c'était le tweet de base. Bon, bref, il y a eu une polémique là-dessus, et en gros, voilà, Rossi il a pris une balle, quoi. Parce qu'il a dit un truc un peu. Enfin, il lui payait hommage, mais en mode. Il y a un truc qui est mal passé, quoi, en gros. Dans un terme qu'il a dit, je sais plus ce que c'était, je suis désolé, je vais pas aller rechercher le tweet. On n'est pas là pour voilà, parler de petites broutilles comme ça, quoi. Mais en gros, voilà, il y avait ça. Et le show commence avec une belle promo vidéo. J'étais vraiment, ça m'a beaucoup touché déjà cette première vidéo. C'était très bien, ouais, c'était bien monté de toute façon. Il y avait tous les bons moments, etc. Même je l'ai beaucoup, j'hésitais même à vous la partager là dans cet épisode, mais
vu que ça appartient au show. Je pensais que ce serait peut-être sur Twitter, mais non. Donc vu que ça appartient au show, évidemment que je vous la diffuserai pas. Donc je vous invite à aller le voir directement sur le show en le payant à 19 €, ce qui n'est pas grand-chose. Je rappelle d'ailleurs, je vous l'ai dit, je vais m'étaler, je vais partir dans tous les sens, donc je vous préviens de suite. Mais 19 € c'est pas grand chose en fait. Enfin, je veux dire, ça soutient la cause de ce pourquoi Kyoko se bat, pour l'honneur de sa fille, pour tous ces gens qui se font harceler en ligne, euh, tout- tous ces problèmes en fait qu'on connaît tous vis-à-vis de l'anonymat d'Internet, etc. Et aussi vis-à-vis de la protection de soi, enfin le self-care, comment on dit en français. Euh, Prendre soin de soi, quoi. Donc voilà, vis-à-vis de tout ce qui est ce genre de problème, etc. Donc Kyoko lutte dans cette direction et elle lutte judiciairement encore contre, je crois que c'est Fuji TV, etc. Terrace House et tout. Donc ça permet de soutenir cette cause en fait, ça permet d'aider Kyoko à faire ce show tous les ans, ça permet d'aider Kyoko à améliorer cette situation qu'il y a au Japon vis-à-vis de tout ça, même s'il y a des lois qui sont passées, et ça permet voilà de soutenir une bonne cause, d'honorer la mémoire de Hana. Donc si jamais vous voulez voir le show, que vous l'avez pas vu, je vous invite à aller acheter le show. C'est rare que j'insiste autant, mais là en fait c'est quelque chose qui est pour moi primordial. Et j'invite cordialement à aller se faire enculer, voilà, je dis les choses très clairement. Tous ceux qui le partagent illégalement, tous ceux qui font la promotion de l'illégalité pour ce show, voilà, sachez que j'ai absolument aucun... j'ai pas le moindre respect pour vous. Vous n'avez pas le moindre respect pour une personne qui est décédée, donc je vois pas pourquoi j'en aurais pour vous en retour. Donc, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? Si vous arrivez à vous regarder devant un miroir de cette manière, ben écoutez, c'est très bien pour vous, grand bien vous en fasse. Mais quand on vient pour euh, voler le show qui est pourtant la mémoire d'une personne qui est décédée et qui représente tant dans le catch, je vois pas comment en fait on peut en être fier et partager ça haut et fort. Donc si jamais vous comprenez pas, ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Soyez énervé par ce que je suis en train de vous dire, il n'y a aucun souci, vous pouvez même quitter cet épisode, j'en ai rien à faire. Mais pour moi, c'est quand même la base de soutenir un show comme ça. Donc c'est vrai que j'insiste souvent pour tout ce qui est regarder les shows légalement, etc. Avec Miano, on est les seuls, les rares en France en tout cas, à se battre pour ça. Et là, pour un show qui est en la mémoire d'Anna, qui est décédée et dont l'argent est reversé pour une bonne cause, une cause qui est liée directement à ce qui lui est arrivé, je comprends pas comment est-ce qu'on peut faire la promotion de regarder ce show illégalement. Encore qu'on n'ait pas tous les moyens, que certains n'aient pas la possibilité, ou je sais pas quoi. Soit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais que l'argent ne tombe pas du ciel. Moi aussi, je me lève tous les matins à 5 heures pour aller travailler, en fait. C'est pareil pour tout le monde. Mais c'est pas pour autant, en fait, que tu vas aller faire la promotion de choses illégales et de pirater un show qui est à œuvre caritative, en fait. Enfin, je comprends pas comment ces gens fonctionnent. Donc voilà, je voulais faire cet aparté déjà. Et pour moi, ce show, c'est même pas une question de réflexion ou quoi. Il n'y a pas à hésiter en fait. Tu veux voir ce show, tu le payes, tout simplement. T'as du respect pour Kyoko, t'as du respect pour Anna. Euh, je ne comprends pas comment on peut faire de telles choses. Mais écoutez, soit, hein. Je sais que je vais être haï pour avoir dit ça, mais je m'en fiche. Et s'il y en a qui ont la rage contre ça, ben écoutez, j'en ai rien à faire. Voilà, ça me fait ni chaud ni froid. Bref, donc on avait une belle promo de vidéo, une belle promo vidéo de début. Euh, et, euh, et qu'est-ce que je disais? Ouais, c'était un bel hommage. C'était un très bel hommage et du coup, je vous invite à voir cette vidéo. Si jamais, voilà, vous n'avez pas encore vu le show, je vous invite à la laisser, etc. À pas skip parce que quand même, c'était un très beau moment. Et on commence avec le tout premier match, Yuna contre Taeyonma. Donc comme je vous l'ai dit, je vais pas rentrer dans l'in-ring, je m'en fiche un petit peu. Quand je regarde ce show, en fait, il n'y a même pas de notes de match, il n'y a rien. Je suis là juste pour
payer hommage à Anna et c'est tout en fait, à travers toutes les catcheuses qui se battent dans le ring pour honorer sa mémoire. Donc vous savez que j'aime beaucoup Yuna, j'aime beaucoup Tae aussi. Donc c'était très cool. C'était cool pour Yuna d'être dans ce show, d'être dans l'opener et face à Tae, puisque ben, en fait Yuna elle a admiré Anna et c'est une des raisons pour lesquelles elle voulait devenir catcheuse. On la voit même au début du show, on voit des photos d'elle qui rencontre Anna, etc. Toute excitée, toute heureuse. Donc voilà, je suis très content pour elle, je suis très content pour Yuna. Et c'est une belle exposition qu'elle a là et je pense qu'elle est très heureuse d'avoir cette opportunité-là. Ensuite, on a une Battle Royale avec beaucoup de monde. C'est la classique Battle Royale qu'on a dans les shows d'Anna Kimura. Euh, et il y a beaucoup de monde. Je vais pas vous mentir, moi, c'est pas le truc qui me passionne de ouf, ces Battle Royale. Même, j'arrive pas vraiment à accrocher aux comédies proposées dessus. Je sais que c'est un truc que les Japonais ont l'air d'apprécier. Peut-être même les fans, vous, n'hésitez pas à me dire si vous, ce que vous en avez pensé, quoi, si ça vous fait rire, tout ça. Moi, pas spécialement. Enfin, c'est pas une question d'être aigri. C'est juste que ça m'amuse pas particulièrement. J'arrive pas vraiment à rentrer dans le truc. Et c'est pas vraiment le type de comédie qui me fait passer un super moment, quoi. Bon, j'ai regardé parce que c'était là, mais j'étais pas vraiment dedans, quoi. Faut se prendre au truc. Et moi, j'arrive pas vraiment à me prendre au truc. Match suivant, on avait Aja Kong contre. Comment elle s'appelle C'était Seiko Tachibana. Donc voilà, pareil, je vais pas vous mentir. J'ai pas tout suivi, ça m'a vite saoulé. Je suis désolé, c'est pas pour être aigri, juste je vous donne mon avis en général, quoi, vis-à-vis des matchs, etc. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, tout ça. Je suis pas là pour critiquer, juste je vous dis si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. Voilà, donc commencez pas à dire que je suis aigri, je ne le suis pas. Mais voilà, il y avait Aja Kong et tout, donc Aja Kong, vous savez que moi, de toute façon, dans le ring, ça m'intéresse pas des masses, quoi. Donc voilà, le match en plus, il a recommencé 3 fois, c'était un peu compliqué de rentrer dedans. Voilà, il y avait rien de spécial, j'en retiens pas grand-chose, quoi. Ensuite, on avait le match avec Mensore Oyaji, Shin Sakura Hirota et Jaguar Yokota en triple menace. Bon, j'étais un petit peu déçu déjà dès le début que... Parce que vous savez que Shin Sakura Hirota, ou plutôt, enfin, on va dire Sakura Hirota, chaque fois pour le show d'Anna, elle rentre en étant, en la cosplayant, quoi. Avec son gear, avec sa couleur de cheveux, tout. En gros, voilà, elle limite, quoi. Et, euh, et là, cette année, j'étais un petit peu déçu enfin, qu'elle rentre avant Jaguar Yokota. Je comprends, Jaguar, c'est la légende, tout ça. Mais Hirota, quand même, enfin, je veux dire, quand tu représentes Anna Kimura, tout en gear, etc., le show est fait pour elle. J'aurais aimé qu'elle arrive en dernière. C'est un petit détail, mais pour moi, dans un match comme ça, tu fais rentrer voilà, celle que tu représentes quoi, en dernière. Ça aurait pas changé grand-chose, quoi. Mais bon, en tout cas, ça m'a fait très bizarre d'entendre son thème. Franchement, ça m'a fait beaucoup de souvenirs. Les frissons, vraiment. Très sincèrement, c'était les frissons et tout ce show en général, c'était des frissons, des souvenirs et tous ces bons moments que j'ai passés pendant 2019-2020 avec Anna, tout le contenu que j'ai consommé, etc. Concernant Anna, je reviendrai un petit peu dessus quand je parlerai un petit peu de mon histoire concernant Anna Kimura. Donc voilà. Mais sinon, voilà, en général, c'était pareil, j'étais pas hyper passionné par le match, mais ouais, l'acting d'Hiroka, il est pas mauvais. En fait, il est même bien, il faut l'admettre, il faut le reconnaître. Mais voilà, moi, c'était pas ma cam, même si je reconnais qu'elle fait très bien son travail. Voilà, tout simplement. Match suivant, Natsupoi et Sari, pardon, contre Mika Iwata et Miyuki Takase, contre Dashi Sako et Hiroyo Matsumoto. J'ai rien de spécial à dire sur le match, si ce n'est qu'il était vraiment très bon. Vraiment sympa. De toute façon, quand on voit les trois équipes, c'est normal de passer un bon moment. Donc voilà, j'ai vraiment kiffé. C'était vraiment un des meilleurs matchs sur la carte. Je pense le deuxième meilleur. Donc vraiment très satisfait. Match suivant, Shotaro Ashino et Shihiro Hashimoto contre Minoru Suzuki et Konami. Donc déjà, de toute façon, on voit Konami et Minoru Suzuki dans une même équipe. On sait que ça va envoyer, quoi. On sait que les deux, voilà, ça rigole zéro. Et pareil, Ashino et Hashimoto, mais
mais quel team de fou. Donc voilà, on a deux équipes de malades qui se font face, donc ça peut que donner un bon match. Ça a bien tapé, il y a eu de la technique et tout. C'était vraiment un match très très bon, même si je l'ai trouvé quand même un petit peu long, je vais pas vous mentir. Attendez, je regarde juste combien de temps il a duré. Ouais, 18 minutes 40. J'ai trouvé ça un petit peu long parce que quand on compare aux autres, euh, les autres c'était voilà, du 8 minutes, 1 minute voilà, pour le match de Jakong. Le seul qui était long, sinon, voilà, c'était la Battle Royale, dans laquelle j'étais pas trop. Et voilà, c'est les Battle Royale qui sont là pour. Qui prennent pas mal de temps en général, qui sont là pour faire un peu de comédie, tout ça. Et mettre un peu toutes les catcheurs ou catcheuses qui étaient liés un petit peu indirectement à Nakamura et qui peuvent pas rentrer dans des matchs en singles ou en tag, quoi. Donc voilà, on fait une belle Battle Royale et ça fait toujours le taf. Donc voilà, ce match était vraiment très cool. Konami et Minoru contre Hashimoto et Ashino. Voilà, c'était un très bon match. Très bon match de catch. Et ensuite, on finit avec le main event. On avait Rina contre Veni. Et ce match, j'étais très content. C'est une super belle opportunité pour Rina. Euh, Elle a atteint. Déjà, on la met en main event. Donc ça, je suis très content. Je parle pas d'un point de vue de catch, vraiment. Encore une fois, je parle pas d'un point de vue de booking, de je sais pas quoi. Juste qu'elle soit dans le main event du show mémorial d'Anna Kimura, ça montre le, le- Ah, je cherche le mot. Pas le respect, mais l'attention que porte Kyoko à Rina. On sait que Rina, voilà, c'était un peu la protégée d'Anna Kimura. Euh, Rina, je crois, c'est sa première faction qu'elle a rejoint Tokyo Cyber Squad. Quand Anna l'a recrutée, elle a dit ouais, toi là, la petite là-bas, là, pendant la draft, toi, j'ai envie de te prendre. Et du coup, c'est comme ça que Rina avait rejoint. Elle avait pleuré et tout, elle était trop contente. Et à partir de là, les deux, elles étaient super proches et tout. Et Anna, elle l'avait pris un petit peu sous son aile, quoi. Et du coup, ben, elles ont toujours été très très proches. Et Rina a toujours eu une grande, très grande admiration pour sa mentor, quoi, Anna Kimura. Donc vraiment, c'est super cool qu'elle puisse avoir ce spot-là, être dans le main event de celle qu'elle admirait. Je trouve que c'est vraiment une belle preuve de sa progression. Et quand je vois ce qu'elle est devenue, puisque je l'ai connue, voilà, c'était la petite Rina, elle avait quoi? Elle avait, je crois, elle avait même pas 16 ans à l'époque. Non, attends, 2019, et c'est une quoi? 2006, elle avait 13 ans. C'est ça, hein, c'est une 2006, Rina. Euh, Si elle a 18 ans aujourd'hui, 2007, t'es trompé. 2004, 2014. Le mec, il a pas. Rina, c'est une 2007. Le mec, il a pas. Bon, bref, du coup, voilà, Rina qui, en l'espace de, voilà, de ses 13 à 18 ans, en 5 ans, elle a énormément progressé. C'est de la folie, c'est de la folie. C'est incroyable, vraiment. Et je suis hyper fier d'avoir pu voir sa progression et voir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Euh, Elle a vraiment, ouais, elle a grandi en fait, littéralement dans tous les sens du terme. Et on sent une Rina qui est beaucoup plus mature dans sa manière de tout en fait, de catcher, même de parler, etc., de s'exprimer. C'est plus la petite Rina qui faisait des dabs backstage là quand elle faisait ses promos d'avant-match. Voilà, c'est plus ça. Et c'est pour ça aussi que je la voulais en miniature d'épisode, puisque je pense que c'est celle qui représente le mieux, qui est la meilleure suite en fait d'Anna Kimura. Et je pense que Anna, de là où elle doit être très très fière de ce que Rina est devenue. C'est devenu une catcheuse tellement, ouais, tellement grandie, tellement évoluée. Et je suis vraiment très content en fait de ce qu'elle est devenue. Et je suis très. En fait, je suis admiratif en fait de son parcours. La meuf, elle a commencé, c'était une petite gamine de 13 ans qui admirait Anna. Et Anna, elle nous a quittés. Et maintenant, Rina, c'est la suite d'Anna, quoi, en quelque sorte. Donc, vraiment, c'est super cool. Euh, et, et ouais, j'ai pas vraiment plus de mots, mais voilà. Euh,
je suis très admiratif de ce qui est du parcours de Rina et je suis très content de ce qu'elle est devenue et c'est pour ça que je l'apprécie autant en fait. Et au-delà de simplement le fait qu'elle soit un petit peu la protégée d'Anna, c'est vraiment ce qu'elle est devenue en tant que catcheuse aussi que je trouve trop trop cool quoi. Et, et ouais, c'est ça montre tout le talent qu'elle avait et elle a su l'exprimer, elle a su progresser et elle en est là où elle en est aujourd'hui grâce à tous ses efforts et tous les conseils qu'elle a pu recevoir, etc. Et le fait d'avoir réussi à endurer tout ça, parce que je pense que quand, quand celle que t'admires, qui t'a pris sous son aile, etc., elle part comme ça du jour au lendemain, quand t'es, qui plus est en plus une gamine de son âge, parce qu'en 2020, elle avait quoi Rina, elle avait 14 ans, quoi. Donc à mon avis, ça a dû être un très très gros choc. Rien que pour tout le roster, ça devait être violent. Alors pour Rina, qui était une petite gamine de 14 ans à l'époque, je pense que ça a dû jouer. Ça a dû faire très très mal. Mais elle a réussi à surmonter tout ça et aujourd'hui devenir la suite d'Anna. Donc je trouve ça vraiment super beau et l'histoire est belle. Donc je suis très content pour elle. Je suis très content qu'elle soit dans le main event à ce show face à Veni. Veni qui était la partenaire d'Anna à peu près vers ses débuts, à peu près quand elle était à- il me semble elle a fait deux trois trucs chez Actress. Euh, en tout cas, elle a fait deux trois matchs voilà, avec Veni, d'ailleurs, que j'avais vu, qui était très cool, chez Actress. Et en plus, les deux, elles étaient vraiment très bonnes amies et tout. Et c'est pour ça que Veni, elle est là tous les shows, je crois même tous les main events. Il me semble même, hein, c'est possible. Donc voilà, je trouve ça très cool. C'est une très belle opportunité qu'a Rina. Et du coup, ben, le match, il avait vraiment cette dimension très spéciale. Il avait une dimension unique que j'ai beaucoup aimé et je trouve que ça a super bien fait le taf. Donc les deux nous ont régalé. Moi qui suis pas très fan de Veni, dans le ring, je l'ai toujours reconnu qu'elle était super douée. Donc face à Rina en plus, voilà, on a eu un très très bon match et je suis très content de ce qu'a pu proposer Rina et je suis très content qu'elle ait eu un spot pareil. Donc merci à toutes les deux et merci à chaque personne qui était euh, responsable de ce show, enfin qui était dans ce show quoi, tout simplement. Donc voilà, ça finit là-dessus. Il y avait une petite promo, tout ça. Et il y a une vidéo de fin qui est très émouvante. Comme à chaque édition de ce show, on a toutes les catcheuses que Anna a côtoyées, ou tous les catcheurs qu'Anna a côtoyés, qui font un petit message. Enfin, en gros, ils disent le nom du show. La première fois, c'était quoi? C'était Matane. Après, c'était quoi? Ah mince, j'ai déjà oublié le nom des autres shows. Honte à moi. Mais voilà, là, ils disaient tous à Nabi et tout. Donc voilà, c'était très émouvant. Je vais pas mentir. Même moi, ça m'a quand même beaucoup, beaucoup touché. Et et il y avait même Julia. Il y avait même Julia. Et à partir de là, j'avoue, ça m'a fait un petit truc. Ça m'a rappelé toutes ces années de chez Stardom, toute cette rivalité de fin 2019, début 2020, qui était incroyable. Quel moment. Non, c'était vraiment génial. Et, et ça m'a fait réaliser en fait tout ce qui s'est passé au cours de ces 5 dernières années. Parce qu'il s'est passé énormément de choses. Pas seulement. Ouais, je veux dire, enfin, tout ce qui s'est passé avec Julia, déjà. Genre, quand je la vois là, je me dis, il y a 5 ans, elle était en rivalité avec Anna, elle venait d'arriver chez Stardom. 5 ans plus tard, elle est chez VVE, en étant Grand Slam Champion chez Stardom. Et en étant une superstar internationale de catch, quoi. Je me dis, c'est fou tout ce qui s'est passé en 5 ans. Et même pour moi, tout ce qui s'est passé en 5 ans, j'ai plus rien à voir avec la personne que j'étais il y a 5 ans. Et ça, c'est en grande partie aussi, je pense, d'une certaine manière, dû indirectement au décès d'Anna qui m'a quand même beaucoup touché, qui m'a bouleversé. Je vais pas mentir, ça a eu un grand impact dans ma vie et c'est la raison pour laquelle j'ai ce podcast aujourd'hui. Je pense que sans le décès d'Anna, je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, très sincèrement. Enfin, du moins, sans ce que m'a apporté Anna Kimura. Et le choc que m'a fait ce décès, je pense que ouais, j'en serais pas là aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voulais retracer un petit peu tout ce qui s'est passé au cours de ces 5 dernières années. Euh, Puisque aujourd'hui, quand même, ça me fait très bizarre de dire ça. Enfin, c'était un truc que je m'étais dit il y a 5 ans.
Enfin, c'était pas tout à fait il y a 5 ans. Enfin bon, bref, je m'étais dit qu'en gros, quand j'aurai son âge, enfin, ça me fera bizarre le jour où j'aurai l'âge qu'a eu Anna quand elle est décédée. Et aujourd'hui, ben, c'est ça en fait. J'y suis. J'y suis littéralement. Enfin non, maintenant ça fait un an du coup. Mais elle nous a quittés, elle avait 22 ans, elle allait avoir 23. Aujourd'hui j'en ai 23, j'ai dépassé ce stade-là. Et voilà, en fait, je me suis dit au tout début, la première fois, je me suis dit, enfin, si j'arrive en fait à avoir son âge, parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite. Vous voyez, Anna, elle nous a quittés, elle avait 22 ans. Et beaucoup de personnalités publiques qui ont eu un grand impact dans ma vie, certains artistes et tout, qui sont décédés avant même d'atteindre les 22 ans. Donc pour moi, c'était atteindre les 22 ans, c'était quelque chose pas, pas incroyable, mais pour moi, c'était pas garanti, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est à partir de là que j'ai compris à quel point la vie était... comment on dit déjà? Euh, ah, imprévisible. À quel point la vie était imprévisible. Je suis désolé, je bois un petit peu à côté. Ça permet de calmer un peu tout ça, parce que c'est vrai que là, on rentre dans une partie un petit peu sombre, et j'en suis désolé, mais bon, je pense que c'est intéressant de parler de tout ça. Parce que la vie, c'est pas que le catch, c'est pas que ouais, Stardom, ouais, Starlight Kid Champion Wonder, tout ça, Chocho, voilà, on rigole, tout ça. Mais il y a aussi des moments durs dans la vie, et je pense que c'est important d'en parler. Je pense même que c'est la chose la plus importante, de pas avoir peur de parler des choses lorsqu'on se sent mal, de ce qui nous affecte. Je pense que c'est même la clé de la guérison, très sincèrement. Je vous dis ça en sachant vraiment de quoi je parle. Euh, je suis passé par des périodes très sombres de ma vie, euh, dont le décès d'Anna a fait partie. Enfin, c'était pas la même période, mais bref. Euh, et en parler, en fait, pour moi, c'est vraiment ce qui, pour moi et toutes les personnes qui ont connu ça, toutes les personnes qui parlent aujourd'hui plus ouvertement de tous ces problèmes mentaux, de ce que représente la dépression, l'anxiété, euh, l'addiction, tout ce genre de choses, la dépression en grande généralité. Je pense que tout ça, c'est des choses dont il ne faut pas avoir peur de parler. Et je pense que justement, en parler, c'est ce qui aide. Autant que de par ce que nos proches pourront nous dire, ou la personne à qui on décide de se confier pourra nous dire, que le fait de s'en libérer. Je pense qu'on a un gros problème en tant qu'être humain à vouloir masquer tout ça, à vouloir faire le mec dur, tout ça, qui montre pas ses émotions. Mais je pense que c'est important en fait de pas avoir peur de dire ce qu'on a sur le cœur, et de dire ce qui nous touche en fait, ce qui nous affecte quand il y a quelque chose qui va pas, quand on passe par une période sombre. On a beaucoup d'ego en fait, d'ego mal placé à se dire ouais mais si j'en parle c'est la honte, ouais mais si j'en parle je vais passer pour un mec ridicule. On s'en fout en fait. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ce que la telle personne va penser? Les gens que vous avez proches de vous, les gens euh, qui tiennent à vous, qui vous aiment en fait, jamais de la vie ils vous jugeront. Au contraire, je pense que c'est une des plus belles formes de courage d'exprimer ce qu'on a sur le cœur et toutes les mauvaises pensées qu'on a. Parce que je pense que beaucoup de personnes, et qui plus est aussi, je pense, dans cette communauté de fans de catch, je pense qu'on a tous beaucoup de problèmes en général mentaux, j'ai envie de dire, et le catch est un refuge en quelque sorte pour nous. En tout cas, moi, c'est mon cas, et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'autres personnes, et je pense que c'est même ce qui nous réunit autour de cette passion, c'est que le catch, en fait, nous permet de nous réfugier un petit peu dans tout ça, de nous transmettre des émotions, et c'est pour ça qu'on y tient autant. Le catch, en fait, c'est des histoires qui sont racontées, où pas nécessairement le gentil, mais voilà, la personne va réussir à surmonter tout ça, réaliser ses rêves, tout ça. Et je pense que tout ça, en fait, c'est des leçons de vie, des leçons de morale qu'on garde tous en tête et qui nous font tous rêver. Et c'est la raison pour laquelle on se réfugie autant dans le catch, et que le catch, c'est un peu notre porte de sortie. Enfin, moi, en tout cas, au début, ça a été le cas. Aujourd'hui, petit à petit, de moins en moins, j'arrive beaucoup plus à ne plus me réfugier dans le catch. C'est-à-dire que maintenant, j'arrive quand même plus à, j'ai pas envie de dire agrandir parce que c'est quelque chose
qui serait très réducteur, puisque c'est un petit peu une question de maturité, certes, mais maturité pas au sens grandir, mais maturité dans la vision, je pense, de la vie. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai réussi à me faire petit à petit, à m'accepter, à ne plus avoir peur du regard des gens. Et ça, je pense que c'est vraiment la plus grande force à avoir. Le fait d'en avoir plus, pas dans le sens je fais ma vie, je m'en fous que les gens me jugent, tout ça, je parle pas de ça. Enfin, je parle dans le sens que, comment dire, j'ai du mal à exprimer cette nuance, puisque il y en a qui vont s'en foutre du regard des gens, mais de manière un peu négative. Euh, qui vont dire, ben, pour la peine, je peux faire ce que je veux, qui vont faire, je sais pas quoi, en public et tout. Euh, Moi, c'est pas de ça que je vous parle. C'est d'avoir des rêves, des objectifs, et foncer vers ça, en fait. Peu importe ce que les gens pensent de tes rêves, ce que les gens pensent de tes objectifs, ce que les gens pensent de la manière dont tu les accomplis, de vers quoi tu te diriges, de ce que t'aimes, on s'en fout en fait. Enfin, je veux dire, vous vous en foutez des gens, ce qu'ils pensent en général. Puisque les gens qui vont critiquer votre passion, qui vont critiquer les choses que vous aimez, ce vers quoi vous allez vous diriger, c'est des gens qui, eux, n'ont aucun rêve, aucun but dans la vie. Et je pense que dans la vie, la plus belle chose, l'objectif enfin, qu'on a tous, c'est avoir un rêve. Je pense que c'est la meilleure motivation dans la vie, c'est d'avoir un rêve et courir après en fait. Parce que en fait, la vie c'est une aventure. En tout cas, moi c'est comme ça que je la vois. C'est que la vie est une aventure que tu peux diriger toi-même en fait. La seule personne qui va rendre ta vie belle ou pas belle, c'est toi. De par les choix que tu fais, de par ta manière de voir les choses et de par ta manière en fait de te bouger quoi pour ce que tu veux. Quand il y a quelque chose que tu veux vraiment, en général tu vas le chercher. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de... C'est... Voilà, on a... D'accord, il y a toujours des choses qui arrivent dans la vie, puisque la vie est faite même de plus de bas que de haut, très sincèrement. Mais justement, c'est ça qui rend tous les hauts plus beaux. Ça rime. Non, voilà, en vrai, j'essaie de pas trop m'étaler. Je sais pas si c'est quelque chose qui va vous intéresser. Moi, ça me fait peur de parler de ça parce que j'essaie de partager mon opinion à moi, tout ce que j'ai appris au cours des dernières années vis-à-vis de ce genre de sujet, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, puisque ça m'a beaucoup touché. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais voilà, en gros, pour retracer tout ça, en quoi, fin 2018, quand j'étais au lycée, euh, il y a eu une accumulation de choses, dont un qui m'a vraiment, pas choqué, mais qui m'a vraiment atteint, et qui a fait que peut-être qu'aujourd'hui je ne serais pas en train de vous parler, très sincèrement. C'est-à-dire que j'ai tellement douté de moi que j'avais plus aucune confiance en moi et j'avais plus envie de quoi que ce soit en fait. Et que je me suis dit en fait à quoi bon continuer quoi. Si, si je me sens aimé de personne, si j'ai aucun objectif dans la vie comme c'est le cas, je sais pas ce que je veux faire plus tard, j'ai pas l'impression que qui que ce soit ne prête attention à mon existence, pourquoi rester là? Vous savez, en fait, quand on arrive à se poser ce genre de questions, c'est là qu'on réalise. Enfin, moi, en tout cas, c'est à ce moment-là, quand tout ça m'a traversé l'esprit, je me suis dit, mais comment j'en suis arrivé là? Comment j'ai pu en arriver à me dire, et si, en fait, tout simplement, genre, j'arrêtais tout, tout, définitivement, et voilà, peu importe de quoi peut être. Est-ce que mon futur peut être beau vu l'état dans lequel je suis aujourd'hui? J'en suis arrivé là. Et heureusement, il y a trois choses qui m'ont gardé, qui ont fait que voilà, je suis là à vous parler aujourd'hui. C'est une réflexion profonde et ne pas se mentir vis-à-vis de est-ce qu'il y a des gens qui m'aiment malgré tout. Je me suis dit, si jamais je ne suis plus là, est-ce que ça va toucher quelqu'un? Et je pense que même si on me le montrait pas sur le coup, je pense que quand même on a tous une famille ou des gens qui tiennent à nous. Et c'est là que je l'ai réalisé.
Euh, Deuxièmement, c'était la foi. Je suis quelqu'un qui voilà, a une grande foi et c'est ce qui m'a énormément sauvé. Et dernièrement, c'est le rêve que j'avais. Je me suis dit, si jamais je, je termine là, je pourrai jamais potentiellement atteindre mes rêves. J'ai un objectif, est-ce que je suis prêt à sacrifier la vision que j'en ai aujourd'hui, de là où je me vois, où je me voyais en tout cas dans 10 ans, ce que j'aimerais être dans 10 ans, est-ce que je suis prêt à le sacrifier pour l'état dans lequel je suis aujourd'hui? Et ça a été une très grande réflexion, c'était des réflexions profondes et voilà. Là, je vous parle pas d'un truc qui a duré 2 jours, hein, ni une semaine, ni 2 semaines. Voilà, ça a duré peut-être entre 4 et 6 mois, un truc comme ça. J'avais pas envie de sortir de chez moi, c'était bon, encore j'étais au lycée donc j'avais pas le choix, j'allais au lycée tous les jours mais c'était pas la folie. J'étais au fond du bus, tout ce qui me rendait heureux en fait, c'était d'écouter les mêmes artistes en boucle au fond du bus, collé contre la vitre et parler à personne en fait. Je rentrais chez moi, je parlais pas à ma famille non plus, je faisais des détours pour perdre encore plus de temps parce qu'en fait je voulais juste pas rentrer. Bref, c'était une période très très sombre. Euh, et le catch, c'est ce qui en fait me faisait juste. C'est pas que ça me faisait positiver, c'est juste le truc qui me permettait de décompresser un peu. C'est le seul truc que j'aimais en fait dans la vie, parce que j'avais plus goût à rien. Je faisais du sport, je faisais de la boxe à l'époque, mais j'ai arrêté. J'étais en plein, en plein apprentissage du code, du permis et tout. Jamais j'ai arrêté à ce moment-là. Et voilà, et du coup, ben, je me suis renfermé sur moi-même et je passais mes journées entières, enfin mes week-ends et tout, enfermé dans ma chambre à écouter la, la radio Lil Peep, la 24/7, putain, quelle radio. Bref, donc j'écoutais ça tous les jours, du matin au soir, en fait, enfermé dans ma chambre dans le noir. Donc voilà, c'était pas la folie. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai eu toutes ces réflexions, que je me suis dit, ouais, voilà. Et en fait, je voyais que les gens autour de moi, ils se sentaient un petit peu consternés par ma distance, la distance que je mettais, etc. C'était même pas volontaire, en fait, c'est juste que j'avais envie de parler à personne. Et du coup, ben, petit à petit, ben, je sentais qu'on essayait de me parler, de m'aider, mais en fait, j'avais beaucoup trop d'ego pour l'accepter. Plus on enfonçait le clou, on essayait de me tirer les verres du nez, et plus je commençais à céder. Donc c'est là que j'ai réalisé, que je me suis dit, en fait, c'est de ça que j'ai besoin. Je pense que c'est que quelqu'un comprenne ce qui m'arrive. Parce que j'avais même pas le courage de dire que je pense que l'état dans lequel je suis, c'est une dépression. Rien que ça, en fait, j'avais trop d'ego pour le dire, parce que je voulais pas, parce que je voyais ça comme quelque chose de ridicule, comme étant quelqu'un de faible. Or, ce n'est absolument pas le cas. C'est des choses qui touchent tout le monde, et en fait, une dépression, ça peut arriver pour quelque chose de terrible, le décès de quelqu'un ou quoi, comme pour quelque chose qui peut paraître futile au début, mais qui devient de pire en pire et qui vous bouffe de l'intérieur. Le problème pour moi de la dépression, je suis pas spécialiste, d'accord. Je vous parle juste vis-à-vis de mon opinion et de mon expérience personnelle. Mais le problème de la dépression, pour moi, c'est euh, à quel point on y accorde de l'importance, du moins à quel point quelque chose nous touche et ce que ça nous fait intérieurement en fait. Donc c'est pas le décès d'un proche, ça peut arriver, mais c'est justement en ayant vécu des choses de plus en plus dures, etc. dans la vie qu'on arrive petit à petit à se faire de plus en plus à toutes ces choses-là. Moi, depuis ce moment-là, depuis ce qui m'est arrivé là, ça a fait que en fait j'ai vécu des moments plus durs dans ma vie où je me suis dit que c'était pas, enfin pas que c'était pas si grave, mais que c'était une période difficile, que j'allais continuer de galérer, mais que ça allait passer quoi, parce que la vie est faite de ça. Et quand c'est la première fois que tu connais ça, ben c'est là qu'en fait c'est violent. Et petit à petit, moi j'ai appris à ce moment-là en fait que qu'est-ce que je voulais dire. C'est là en fait je me suis fait cette promesse de ne plus jamais finir dans cet état.
et en fait de profiter de la vie, quoi, tout simplement. Bon, j'en suis pas arrivé comme ça du jour au lendemain, hein. Mais en gros, voilà, je sentais qu'il y avait des gens qui voulaient m'aider, mais j'arrivais pas à me livrer. Et un jour, voilà, j'ai eu un coup de choc, quoi. Enfin, on m'a réveillé un petit peu, et c'est là que j'ai réalisé d'un coup tout ce qui se passait autour de moi, tout ça, tout ce que j'avais dans la tête, et à quel point c'est pas que je vivais dans un monde à part, mais c'est un peu ça en fait. Je me sentais seul, mais je me renfermais encore plus parce que j'avais pas envie de dire que je me sentais seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là que j'ai réalisé tout ça. Et là, ça m'a fait très très bizarre en fait. C'est comme si je revenais sur Terre. Et ouais, à ce moment-là, c'est là que j'ai réalisé beaucoup de choses et que j'ai commencé à me tourner vers une voie plus positive en fait. Et que j'ai commencé à comprendre les choses qu'aujourd'hui j'ai réussi entre guillemets à perfectionner dans ma vision des choses, dans ma vision de la vie quoi. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me dire que il fallait que je me reprenne en main, que je me suis dit que à partir de maintenant en fait j'allais me diriger, enfin j'allais plus faire de peine aux gens que j'aime et également j'allais me diriger vers les choses que j'aime, vers mes objectifs, etc. Et que je laisserai personne en fait descendre l'estime que j'ai de moi. À partir de maintenant, on va reconstruire tout ça, on va repartir de zéro et on va devenir une nouvelle personne. Et c'est à partir de là que j'ai commencé voilà, à me reprendre en main, tout ça. J'ai commencé un petit peu plus à reprendre goût à la vie, tout ça, à reparler un petit peu aux gens. Même si j'étais quand même un peu dans mon coin, j'étais encore dans toutes ces réflexions, etc. J'ai eu toute cette période de transition un petit peu pendant 2 3 mois où il m'a fallu ouais, peut-être 2 3 mois pour revenir un petit peu. Même changer un petit peu de potes à l'époque du lycée, puisque j'étais dans un cercle de potes qui était pas un petit peu toxique en quelque sorte pour certaines choses. Et du coup, petit à petit, je prenais de plus en plus goût à parler avec de nouvelles personnes quoi, du lycée et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à devenir un petit peu différent de ce que j'étais avant et à me trouver petit à petit, enfin, du moins à comprendre un petit peu mieux qui j'étais, les prémices de comprendre qui j'étais, quoi. Enfin bon, bref. Et du coup, bon, voilà, les choses se sont améliorées et tout. Et donc là, on était en 2018. Donc, ouais. Bref, donc, enfin, du coup, 2018, c'était cette période-là, et ça a commencé à aller mieux, etc. Vers février à peu près 2019, février-mars, et il m'a fallu à peu près jusqu'en mai. En mai, j'ai découvert Stardom, mai 2019. Et là, c'était le feu. En plus, il y avait quelques fois où mes parents ils étaient partis, je crois, un jour ou deux ou un truc comme ça. Je m'étais fait une soirée entière Stardom et tout, seul chez moi. Oh là là, c'était la folie, c'était trop bien. Et c'est là que j'ai compris ce que je kiffais, quoi. Le fait de regarder du catch, être seul, être libre, de faire tout ce que je veux, quand je veux, manger ce que je veux, où je veux et tout. Et c'est là que je me suis. Enfin voilà, en fait, ce que je voulais, c'était me sentir plus libre et faire tout ce que je veux sans le jugement de qui que ce soit et faire les choses qui me plaisent, en fait. Laisser personne me dicter ce que je devrais faire et être le plus libre possible, quoi. Donc voilà, et après, à partir de là, 2019, c'est quoi, je rentre à la fac. Ouais, 2019, je rentre à la fac. Et ensuite, c'était quoi, 2020 ouais, 2019, euh, fin 2019, pareil, enfin, une personne que j'appréciais beaucoup, enfin, un artiste qui m'avait aidé, en fait, dans cette période-là, cette période très sombre, qui est décédé. Et là, ça a été frappant. Mais je m'étais rappelé de cette promesse que je m'étais faite, quoi, de plus jamais sombrer, de plus jamais finir dans cet état. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, j'ai réussi un petit peu à surmonter, même s'il m'a fallu ouais, un bon mois pour m'en remettre. Mais voilà, je me suis dit, c'est la vie. Et de toute façon, en plus de ça, c'est quelqu'un que je connais pas physiquement, qui me connaît pas. Je veux dire, voilà, genre, maintenant il faut arrêter d'être un enfant. Je vais pas pleurer parce que un artiste que j'aime est mort, quoi. Même s'il m'a beaucoup apporté et qui m'a aidé à changer ma perception de la vie et tout, c'est comme ça en fait. Et voilà, bref. Donc là, on est en début 2020, on arrive début 2020. Euh,
une autre personne que j'aimais bien, un autre artiste que j'aimais beaucoup et tout, que je venais de découvrir, mais que j'étais en train de kiffer et tout, boum, comme ça, du jour au lendemain, même chose. C'est là en fait que j'ai compris, je me suis dit mais en fait c'est une dinguerie en fait, genre est-ce que j'ai le droit d'aimer des gens en fait, est-ce que j'ai le droit d'aimer certains artistes, certaines personnalités publiques sans qu'elles décèdent comme ça du jour au lendemain en fait, est-ce que j'ai le droit de voir les personnes que j'aime évoluer et je me suis dit, enfin c'est là que je me suis dit ah oui quand même la, la mort en général se rapproche de plus en plus de mon cercle de personnes que je connais quoi. Parce que ben, 2-3 mois après, du coup, c'était le décès d'Anna. Enfin, il y a Arissa qui a annoncé sa retraite. Ensuite, 3 jours après, le décès d'Anna. Et le décès d'Anna, je voulais revenir un petit peu parce que c'était une journée très très sombre. Et oui, je suis là pour vous raconter, comme je vous l'ai dit, mon parcours et tout. Je voulais vous raconter un petit peu tout ça et que vous compreniez un petit peu qui je suis et d'où je viens et pourquoi je suis aussi fier de qui je suis aujourd'hui, de toutes les choses que je fais, puisque je reviens de très très loin. Donc c'est aussi pour ça que je voulais en parler avec vous et que vous raconter mon expérience. Je pense que ça peut peut-être ouvrir les yeux de certains. Je sais pas qui m'écoute, je sais pas s'il y a des gens qui traversent des choses difficiles et tout, mais si je peux donner un petit peu mon expérience et aider les gens à grandir, pardon, enfin à grandir, je voulais dire à en ressortir grandi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ben, écoutez, c'est avec grand plaisir, quoi. Donc, si jamais ça peut vous aider. Voilà, c'était 2020. En fait, 2020, c'est le début du confinement. Début 2020, euh, il y a ouais, le confinement. Et à ce moment-là, donc on est à peu près vers mars, il me semble, hein, le confinement c'est vers mars, si je dis pas de bêtises. Euh, J'étais en train de me remettre au japonais. J'étais en train de me remettre au japonais. Et du coup, c'était quoi? Ouais, si, j'étais sur Duolingo, etc. Et, euh, et un jour, ben, c'était genre, je sais pas si c'était le premier jour de confinement, d'ailleurs. Il me semble que c'était le cas. Mais bon, bref, on était vers mars-avril. Et, euh, et en gros, à ce moment-là, je me demande si j'avais pas chopé le Covid, puisque je me sentais vraiment mal, j'étais pas bien du tout, et j'étais seul chez moi. Et j'avais pas le droit de sortir ou quoi. Du coup, ben, ça inquiétait un peu mes parents, tout ça, parce que je leur avais dit que je me sentais pas bien, tout ça, et ils avaient peur, surtout avec tout ce qui se passait et tout. Ils étaient pas rassurés, quoi. Et du coup, moi encore plus, enfin, j'étais pas, enfin, j'étais un peu inquiet, quoi. C'est normal. T'es là, tu te sens pas bien et tout. Tu te dis s'il faut, c'est le Covid. Euh, et vu tout ce qui se passait médiatiquement vis-à-vis de ça, bon, disons que j'étais pas trop rassuré, quoi. Donc, ça me mettait encore un peu plus la pression et tout. Et bref, donc c'était dans un moment où j'étais comme ça. Et du coup, j'arrivais pas vraiment à dormir. J'étais réveillé, il était, je sais plus, 7 heures, je crois, alors que je m'étais couché à je sais plus quelle heure. Et j'avais pas beaucoup dormi, j'étais fatigué, mais en même temps, je me sentais pas bien et tout. Et du coup, je check mes notifications sur Insta. Je vois quoi? Une story de Zoe Lucas. Je me dis, mais waouh! Oh, Zoe Lucas, regardons sa story. Parce que je l'aimais beaucoup à l'époque, parce que je suivais Stardom depuis 2019. Du coup, là, on était en 2020. Et j'étais encore plus dans Stardom, puisqu'il y avait le départ à la retraite d'Azuki qui venait de nous tomber dessus. Il y avait le 20e. 20e le 8e, 9e anniversaire pardon, de Stardom. Bref, donc là j'étais vraiment le plus grand fan de Stardom, quoi. Ils avaient annoncé l'arrêt des shows et du coup voilà, il y avait No People's Gate, c'était le feu. Et ensuite voilà, c'était en pause, mais j'étais le plus grand fan de Stardom, pardon. Donc je vois story de Zoe Lucas et je regarde, je vois, ah je sais pas quoi, je suis passé sur Netflix. Je me dis, attends, Zoe Lucas sur Netflix? What the fuck? Incroyable. Et elle dit, ouais, je sais pas quoi, Stardom et tout sur Netflix. Je me dis, what? Comment ça, Stardom sur Netflix? Incroyable. Et du coup, je comprends pas en fait. Je me dis, attends, il y a un truc d'une série avec Stardom dedans sur Netflix. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc, c'est là que je découvre un petit peu. Et je fais deux, trois recherches et tout. Et c'est là que je vois qu'en fait, il y avait Anna Kimura dedans. Et que c'était une télé-réalité. Et c'est comme ça que je découvre Terrace House. Et, euh, et c'est comme ça que en fait, je me suis dit, mais attends, je vais regarder juste l'épisode en fait. Au début, je me suis dit, je vais regarder le passage. J'ai regardé le passage, j'ai pas tout compris, mais je me suis dit, oh, c'est trop bien, attends, c'était au Shinkiba. Et je me dis, waouh, il y a Anna, il y a Zoé Lucas et tout, incroyable. C'était juste une petite partie, quoi, une petite. Elles faisaient leur entrée, je crois, on voit deux trois moves et c'est fini, ça dure, je crois, 30 secondes, même pas.
Et je me dis, mais attends, mais comment ça se fait? Et je vois en fait sur une miniature d'épisode, il y a Anna qui. Il y a marqué je sais plus quoi, une telle rejoint. Et je me dis, attends, elle rejoint. Ça veut dire elle n'était pas là dès le début. En fait, quand je lance, c'était la saison 3 épisode 1, s'il me semble, si je dis pas de bêtises. Euh, et du coup, je lance et je vois en fait, il y a tout qui est déjà établi et tout. Et je vois Anna rejoint la série. Et c'est là, je me dis, attends, ça veut dire que j'ai rien compris, moi, tout ce qui se passe avant. Mais tu sais quoi, je vais regarder du début. Et du coup, à partir de là, je regarde du début. Et c'était cette période confinement. Donc j'étais en train d'apprendre le japonais en plus. Du coup, ben, c'est devenu petit à petit mon petit rituel. Et c'était assez marrant parce que du coup, j'avais développé une petite routine vu que j'avais plus les cours, tout ça. J'avais développé une routine qui était absolument incroyable et ça fait partie de la plus belle routine de ma vie. C'était, je pense, ouais, c'était un mois de fou furieux, voire un mois et demi ou deux. Et en gros, je me levais, il était quoi, 11h30, petit-déj avec un petit café, tout ça, tranquillement. Et ce que je faisais, c'est que je regardais des matchs de Stardom qui étaient sur YouTube tout le temps. Je me levais, je regardais ça, et dont notamment le Nakimura contre Bea Priestley que j'adorais, parce qu'on était en pleine post Stardom, donc j'avais aucun show à voir de Stardom et tout, j'étais dégoûté. Donc je regardais ça, et ce match, je me le suis mis peut-être, je crois que je me le mettais presque tous les matins en fait, je regardais ce match. Donc vraiment, je kiffais de ouf. Et sinon, je regardais d'autres matchs et tout, de Stardom, ou les We Are Stardom, les trucs comme ça, et je déjeunais en même temps. Et ensuite, petit à petit, je déviais sur des vidéos de Louis-San. Parce que, en vrai, j'étais intéressé par ouais, la culture japonaise et tout, petit à petit, quoi. Parce que j'étais en train de m'y remettre en 2020. Et du coup, ben, voilà, je bifurquais un peu sur ces vidéos, les différences France, Japon, je sais pas quoi. Bon, voilà, on a tous, je pense, on a tous regardé au moins une fois Louis-San, quoi. Aujourd'hui, bon, c'est tout ce que je déteste, mais bon, c'est pas grave. Et à l'époque, voilà, du coup, je regardais ça, tout ça. Et du coup, ça m'aidait à me. C'était un peu pour me préparer à ce qui allait suivre dans le reste de ma journée. Puisque juste après, du coup, qu'est-ce qui se passait je crois que c'était là. Est-ce que c'était là que je regardais. Je regardais un épisode ou deux de One Piece. En plus, là, j'étais encore au début, hein, j'étais dans les premiers arcs. Donc, je regardais un ou deux épisodes de One Piece. Après, je mangeais. Et après manger, je me mettais à apprendre le japonais vraiment sérieusement. J'apprenais 2 heures par jour à peu près. Donc voilà, j'écrivais les kanji, j'apprenais des nouveaux kanji tous les jours, etc. J'apprenais à les lire, je faisais mes leçons de Duolingo, et ensuite j'apprenais à les écrire, à écrire hiragana, katakana, etc. sur mon petit cahier de japonais. Et voilà, et tous les jours j'en écrivais 5 et je faisais des lignes entières de ces 5 nouveaux kanji. Et voilà, c'est comme ça que petit à petit, voilà, je m'y mettais quoi. Et tous les jours je faisais ça, tous les jours, tous les jours. Et ensuite, ça durait ouais, à peu près 2 heures. Je faisais mon sport, donc chez moi et tout, hop, petite pompe, poids du corps, tout ça, parce que j'allais même pas encore à la salle à l'époque. Mais voilà. Et ensuite, je me posais tranquillement devant un épisode de Terrace House. Et là, c'était la compréhension orale en fait, tout simplement. Je me disais, ça me permet de travailler ma compréhension orale. Je comprenais rien évidemment, parce que bon, je venais de, j'étais en train de faire mes premières leçons Duolingo et tout, donc je comprenais à peine quoi. Mais du coup, c'est comme ça que j'ai appris certaines expressions, certains petits trucs, etc. Et que j'ai compris, enfin que j'ai découvert un petit peu la culture japonaise, leur manière de voir les choses un petit peu plus. Euh, que j'ai été surpris de voir qu'ils avaient leur propre petit calendrier, etc. T'es disponible à quelle date pour un date et tout? Ah, dans 2 semaines, moi je travaille, je sais pas quoi. Bref, c'était un truc de ouf, quoi. En France, c'est quand même très différent. On dit, ouais, ce week-end, on se fait ça, on va avoir un ciné, je sais pas quoi. Alors que au Japon, c'est vraiment, le 15 avril prochain, si tu veux, je suis dispo l'après-midi entre 14 et 17. Si tu veux, ben, on peut aller se faire un resto. Je connais un resto qui a ouvert il y a pas longtemps. J'ai toujours voulu y aller. Ils font des spécialités de je sais pas quoi. Bref, donc c'est là que j'ai compris déjà la différence et tout. Et je trouvais ça trop intéressant en fait. Et, euh, et très sincèrement, cette série Terrace House, aujourd'hui évidemment que je hais tout ce qu'ils ont pu faire. Et ça peut être très mal vu de dire qu'à l'époque je kiffais. Pour les personnes qui n'ont pas regardé, mais pour les personnes qui ont regardé, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Euh, je m'étais attaché à chaque personnalité. Euh,
Et toute l'histoire autour et tout était super intéressante. C'était un super moyen de découvrir en fait la culture japonaise, puisque c'était en fait des Japonais qui parlaient comme vous et moi, quoi, même s'il y avait un script, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'était vraiment purement japonais. C'était pas, je veux dire, une série de science-fiction ou je sais pas quoi. C'était une télé-réalité, mais pas en mode les anges de la télé-réalité, quoi, ou Secret Story. C'était un truc, voilà, genre un programme télé avec des vraies manières de penser, etc. Même si c'était un petit peu scripté sur les bords, quoi. Enfin, même sur certaines parties, quoi. Mais il y avait quand même beaucoup de réalité dedans. Donc c'est pour ça, c'est comme ça que j'ai découvert certaines personnalités qui ont eu un impact sur ma vie aujourd'hui. Mais j'ai pas envie d'entrer plus dans les détails sur ça. Mais bref, il y avait plein de petites personnalités que j'ai beaucoup aimées. Il y avait, comment il s'appelle là, l'italien là? Il l'appelait Pépé. Je l'aimais bien, c'était un mangaka, il était cool. Il avait la classe et tout. Il parlait couramment japonais, bref, c'était le boss. Il y avait la meuf là qui voulait gérer. Enfin, elle était amoureuse de lui. Je sais plus comment elle s'appelle. Ah, c'était un truc. C'était pas un truc comme Haruka d'ailleurs. Je crois que c'était un truc comme ça. Attendez. Non, vraiment, cette série, elle m'a énormément marqué. Attendez, j'ai envie de retrouver. Terrace House Tokyo 2019-2020. 2019, on va mettre, voilà. Les personnalités. Alors, il y avait qui? Il n'y a pas de distribution. Ah, distribution. Nananana. Non, mais eux, je m'en fous en fait. Moi, je veux les personnes qui y ont participé. Nanana. Ok. Haruka, voilà. Haruka. Je l'aimais beaucoup, elle. Elle était très cool. Enfin, elle était spéciale. Au début, je la détestais. Et petit à petit, j'ai appris à bien l'aimer. Oh là 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 là. Putain, mais ça me fait trop bizarre. Voilà, Giuseppe. Il s'appelait, ouais, Giuseppe. Il était mangaka. Elle était quoi déjà? Haruka, actrice. Voilà. Oui, elle était actrice. Putain. Et oui, il y avait Kai Kobayashi, putain, qui était le meilleur ami en quelque sorte d'Anna Kimura. C'est qui aimait l'autre? C'était quoi déjà? Putain, je sais plus. Parce que depuis, j'ai plus jamais regardé, évidemment. Ah ouais, il y avait Rio, le basketteur, il était trop chaud. Il avait la classe, toutes les meufs le kiffaient. Bon, bref, du coup, putain, mais j'aimerais bien revoir les têtes en fait. Terrace. Est-ce que je peux revoir? Ça va me faire bizarre, hein. Oh là 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 là. Waouh. Putain, ça fait 5 ans. 5 ans. Bref, cette série m'a énormément marqué et elle a eu un grand impact dans ma vie. Je vous le dis vraiment de suite. Je pense que je me souviens encore de plein de moments, etc. Et cette série, en fait, je l'ai suivie à ce moment-là et j'ai rattrapé en fait tout ce que j'avais de retard. Parce qu'en fait, elle continuait pendant que je regardais, elle était en cours. Et moi, je l'ai commencé, voilà, on était à la saison 3 à ce moment-là. Et moi, j'ai recommencé de la saison 1. Mais j'ai tellement tout rattrapé, vu que je regardais un à deux épisodes par jour, que voilà. Et du coup, voilà, il y a à peu près la fin du confinement, il me semble, qui est annoncé. Et j'étais sur le bout de ce qui était diffusé sur Netflix de Terrace House. Mais j'apprends qu'en fait, c'est en train de continuer au Japon. Donc à ce moment-là, je rentre chez mes parents. On était vers autour de fin mai, milieu mai, à peu près vers le 15-20 mai, je crois. À ce moment-là, bon, il y a Rissa, comme je vous l'ai dit, qui part à la retraite. Et du coup, ben, en fait, c'est là que j'ai découvert la saison 4 de Terrace House, qui n'était pas sur Netflix, sur des sites de streaming et tout. Du coup, en fait, au début, j'ai réussi à trouver l'épisode 1, je crois, de la saison 4 sous-titré anglais. Et ensuite, épisode 2 et 3 c'était full japonais. Donc, j'ai pas compris un mot, mais j'ai regardé juste pour regarder, quoi. Tellement j'étais à fond dans la série. Et vraiment, cette série, à l'époque, je savais pas, moi, tout ce qui s'y passait. C'est-à-dire que je suivais pas sur les réseaux et tout, je suivais pas ce qui s'y passait. Donc je pouvais pas savoir en fait ce qui se passait pour Anna. J'étais juste pris dans la série, mais en tant que voilà passionné. Et, euh, et vraiment, elle était trop bien cette série.
Et du coup, ouais, je regarde l'épisode 3, l'épisode 4. En fait, j'attendais les épisodes à ce moment-là à leur sortie. J'en étais à ce point-là. Je me disais, putain, vivement, c'était les mardis que ça sortait. Je me disais, vivement mardi, qu'il y ait l'épisode de Terrasse, c'est tout. Vraiment, j'étais vraiment à fond dans la série et je l'ai saigné. Vraiment, j'ai vu tous les épisodes et tout et je kiffais de ouf. En fait, je suis complètement tombé amoureux de la série, quoi. Je sais, ça peut paraître super bizarre de dire ça, mais j'étais vraiment un grand fan de. Enfin, un grand fan. Là, on dirait que j'étais. Non, c'était pas non plus. Je kiffais pas autant que je kiffe Stardom non plus, quoi. Mais en gros, j'étais pris à fond dans la série. Voilà. Et du coup, j'attendais les épisodes et tout. Et le soir du 22, il était quoi, entre 19 et 22 heures, je crois. 22 heures. J'étais sur Twitter et tout. Et je vois. Ouais, apparemment, Nakimura, elle a posté un tweet bizarre. C'est bizarre ce qu'elle dit. Ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui veille sur elle. Je me dis, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Donc je regarde. Je vois son tweet. Elle dit je sais plus quoi, qu'elle a envie de disparaître. Je me dis, oula. Peut-être c'est un problème de traduction avec le truc Google Traduction et tout, c'est pas à ce point-là. Et je vois qu'il y a tout le monde qui s'inquiète et tout. Et là, je me dis, ah, c'est pas un problème de traduction en fait. Là, il y a un souci là. Il y a un truc qui va pas trop là. Qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, j'ai commencé à regarder tous les trucs dans les récents, les trucs et tout. J'ai passé 2 3 heures à regarder tous les tweets qui étaient postés, tout ça. C'est là que je comprends l'histoire, qu'il y a des mecs qui harcèlent et tout. Et je vois qu'elle poste des photos de ses bras mutilés. Donc là, en fait, je commence. J'ai vraiment passé une nuit horrible à ce moment-là. Euh, je me suis dit, mais c'est quoi? En fait, j'ai assisté un peu à ces derniers instants, quoi, à travers Twitter. Je voyais les photos de ses bras mutilés. Je voyais chaque tweet qu'elle postait qui disait je suis désolé d'exister. Et là, je me suis dit, mais quelle violence! Quelle violence! Comment on peut en arriver à s'excuser d'être en vie? Genre, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens, il y en a, c'est tellement. En fait, genre, ils sont tellement mauvais et vicieux et horribles vis-à-vis d'une personne qui est sensible et fragile qu'ils arrivent en fait à la faire s'excuser de sa propre existence. Est-ce qu'on se rend compte de la violence du truc? Je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Après, là, je vous le raconte comme ça, mais j'avais pas le même recul que j'ai aujourd'hui. Mais je me suis dit, mais c'est une dinguerie. Comment ça? Comment ça, elle s'excuse d'être en. Mais je me suis dit, mais wesh. Et du coup, ben en fait, je faisais que ça. J'étais pris par ça. Je me disais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Tout le monde disait, ouais, il faut que quelqu'un aille la voir et tout. Elle se sent pas bien, nanana. J'ai peur qu'elle fasse une dinguerie, tout ça. Et je la voyais poster des photos. En fait, je tremblais de peur. Je vais pas vous mentir. C'est très sincère. Littéralement, j'étais en train de claquer des dents et tout devant ce qui se passait. Parce que c'était quelqu'un à qui je m'étais énormément attaché à travers du coup la série Terrace House, puisque c'est là que j'ai appris à connaître la personne un petit peu plus. Je suis pas en train de vous dire que je la connaissais, je l'ai côtoyée, mais en fait c'est là où elle se présentait en tant qu'elle-même et j'ai rarement vu, si ce n'est jamais vu, quelqu'un d'aussi pur dans sa manière d'être, dans sa manière de s'exprimer, dans ses réactions, tout ça. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi pur et je m'étais énormément attaché à elle en tant que personne. La catcheuse, je vais vous dire très sincèrement, je me suis. Enfin, c'est pas que j'étais pas fan, mais c'était sans plus. En fait, j'aimais beaucoup son son apparence à travers le costume, à travers la couleur de cheveux, l'entrée. Je la trouvais super classe, mais dans le ring, je vais pas mentir, j'accrochais pas spécialement. À part son match contre Bi, enfin des fois elle sortait 2 3 matchs qui étaient super cool, mais sinon j'accrochais pas des masses non plus, je vais pas vous mentir. Euh, Même si elle faisait partie des catcheuses que j'aimais bien, c'était surtout pour le look, parce qu'elle avait trop la classe en fait. C'est tout simplement. J'adorais son look et tout. Et ensuite, dans la série, je me suis beaucoup attaché à sa manière de s'exprimer, sa manière de voir les choses, et en fait, ce côté unique qu'elle avait, quoi. Donc, je m'étais énormément attaché à elle et c'était devenu quelqu'un voilà qui animait ma vie de tous les jours quoi en quelque sorte vu que ben, je regardais tous les jours Terrace House et tout. Je voulais voir ce qui allait se passer voilà entre Anna et Kai,
Je crois il y a un moment où elle lui coupe les cheveux, je crois que c'est elle qui lui coupe les cheveux. Bref, voilà, il me semble que c'est elle qui était amoureuse de lui et qui lui met un râteau. Je sais plus si c'était lui qui lui mettait un râteau ou si c'était un autre mec dont elle était amoureuse. Et qu'elle était en rivalité. Oui, elle était en rivalité, un peu en compétition amoureuse avec Haruka, si je dis pas de bêtises. Du coup, elle se prenait un peu la tête. Je crois, hein. Je crois que c'était Haruka. Je suis désolé, je me souviens plus exactement. Mais il y a un moment où, du coup, voilà, elle pleure et elle doute beaucoup d'elle-même. Elle dit, ah, mais moi, je suis pas assez bien pour lui et tout. Elle, regarde, elle a ça, ça, ça de plus que moi et tout. Et ça m'a beaucoup touché. Mais bref. Euh, oui, aujourd'hui, ça peut paraître pas ridicule, mais de regarder un truc comme ça, en vrai, quand tu connais pas la série, ça peut paraître bizarre de dire ça. Ça fait vraiment un truc un peu, voilà, très, ouais, télé-réalité en mode les anges et tout, mais en vrai, c'était pas du tout un truc comme ça, et c'était un truc beaucoup plus sincère et basé sur des personnes qui étaient, je tiens à le dire, très intelligentes et très ordonnées, etc. Il y avait une meuf, elle était graphiste en freelance. Il y avait un autre, il était mangaka, il faisait ça tranquille chez lui et tout de son côté. Une autre qui était actrice, qui gérait ses rendez-vous pro, tout ça. Mais c'était pas un truc, voilà, en mode les anges. C'était des gens vraiment très organisés et des gens entre guillemets de la vie normaux, quoi, qui étaient pas là pour faire du buzz ou je sais pas quoi. C'était juste des gens comme vous et moi, quoi. Et du coup, ben, ils avaient leur propre réaction, leur propre truc, même s'il y avait certains trucs scriptés. Et du coup, euh, je m'étais beaucoup attaché à elle. Et là, donc, je vois toute cette nuit-là était horrible. Donc, je vais me coucher. Il était autour de 23 heures minuit, je crois. Et ensuite, je me lève. Je suis réveillé vers 4 heures. Euh, et à ce moment-là, en fait, je regarde mon téléphone. Et je vois des notifications d'un groupe dans lequel j'étais, un groupe Instagram. C'était un watch-along de Wrestle Kingdom. En fait, c'était avec des mecs, des Américains, quoi. Un groupe Insta où on parlait, en gros, on réagissait en direct à Wrestle Kingdom à l'époque en janvier. Et après, c'était devenu un groupe un peu, entre guillemets, potes, même si, bon, je les connaissais pas, je savais pas comment ils s'appelaient ou quoi que ce soit, mais c'était juste, voilà, des comptes à droite à gauche, on parlait de catch, de New Japan plus précisément. Et en gros, il y a un mec, il a dit, Anna Kimura est décédée. Et j'ai dit, attends, attends, attends. Si c'est une blague, franchement, j'avais envie de l'insulter, lui dire, mais en fait, c'est pas drôle, rigole pas de ces choses-là, tu vois. Parce que là, en fait, vu tout ce qu'elle a posté, etc., là, c'est vraiment le dernier moment pour rigoler de ça. Donc, avant de lui répondre et l'insulter, tu vois, je me suis dit, je vais quand même vérifier, tu vois. Je regarde Twitter, je vois que ça. Il y a 10 minutes, il y a 30 minutes, annonce officielle, je sais pas quoi, je me dis, attends, attends. Pour l'instant, j'ai pas vu d'annonce officielle, c'est peut-être pas encore vrai. C'est pas. En fait, je refusais d'y croire, quoi. Et là, je vois une annonce officielle de Stardom, une annonce officielle de toutes les promotions, les catcheuses et tout, et je me dis non, mais non, mais non. Et là, du coup, j'ai fait que ça. Regarder tout ce qui s'est passé au cours de la nuit, c'est là que j'ai appris toute l'histoire, etc. Et en fait, à partir de là, j'ai pas réussi à m'endormir. Et en fait, à 7 heures, je devais me réveiller pour aller faire ma première heure de conduite. Voilà. Donc ça m'a beaucoup marqué. Le 23 mai, c'était ma première leçon de conduite. Et en fait, j'avais 2 heures de sommeil et le décès d'Anna sur la conscience. Donc ça a été la pire heure de conduite qui soit. Donc voilà, en fait, il y avait la monitrice, elle m'apprenait à tenir le volant. J'en avais pas grand chose à faire, je vais pas vous mentir. J'y étais, mais j'étais loin, j'étais très très loin. Je l'écoutais, ouais, d'accord, je tournais le volant, je sais pas quoi. Mais j'en avais rien à faire en fait. Je pensais à un truc, c'était mais pourquoi, comment on en est arrivé là et tout. Donc bref, c'était très sombre. Et à partir de là, il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour digérer ça. Euh, et j'ai passé beaucoup de temps, ouais, à regarder. En fait, j'ai passé beaucoup de temps, ouais, à essayer de me rappeler tout ça, tous ces moments, etc. Et voir tout ça partir. Parce que vous le savez, je suivais Stardom depuis déjà un an. Donc je voyais Anna catcher depuis un an. Et depuis 2-3 mois, en fait, je la voyais tous les jours sur mon écran à travers cette série, quoi. Où elle exprimait, certes de manière scriptée, mais elle exprimait quand même, malgré tout, ses vrais sentiments. Et sa manière de voir les choses, etc., qui était sincère, sa vision de la vie, tout ça. Et c'est quelque chose auquel j'avais beaucoup accroché et qui m'a. Je suis tombé de très très haut. Donc voilà en fait. Et je voulais me refaire la série en fait.
Et je me suis dit, ben en fait, non, parce que il y a Kyoko qui était en train. Ensuite, j'ai beaucoup suivi l'affaire avec, pour ceux qui se rappellent, je crois qu'elle s'appelait Farah, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'était ça, qui avait découvert le catch, du coup, grâce à Anna qui était dans Terrace House. Donc en fait, moi, c'était l'inverse. J'ai découvert Terrace House grâce au catch. Farah, si je dis pas de bêtises, avait découvert le catch grâce à Terrace House et plus particulièrement grâce à Anna. Et elle s'était beaucoup attachée à Anna, etc. Et à partir de là, elle s'était occupée, vu qu'elle parlait couramment japonais, c'était une américaine, je crois. Non, c'était pas une américaine. Il me semble qu'elle était asiatique, mais indonésienne ou un truc comme ça, je crois, je veux pas dire de bêtises. Mais pour ceux qui se souviennent, j'espère, de cette période, elle nous traduisait en fait toutes les démarches juridiques que Kyoko entreprenait. Et vraiment, elle a fait un taf phénoménal. Elle mettait en avant tous les trucs de Kyoko, tout ça, le merch que Kyoko a commencé à mettre en vente, tout ça, enfin tous les trucs, enfin après, plus tard, parce que c'était pas évidemment de suite, mais cette Farah, du coup, elle a beaucoup traduit, elle a beaucoup contribué à expliquer ce qui s'est passé. Elle nous a fait un résumé de tout ce qui s'est passé, de toute l'histoire qui était en japonais et que sa mère avait retranscrit, mis à l'écrit, etc. pour suivre Fuji TV et tout. C'est voilà cette Farah qui s'est occupée de tout présenter de manière internationale et c'est comme ça qu'on a pu avoir toutes les infos et tout, donc voilà, j'ai beaucoup suivi tout ça, toute cette histoire, et il m'a fallu des mois et des mois pour m'en remettre, quoi. J'ai écouté beaucoup voilà, les musiques que Anna postait souvent sur son Insta et tout. C'est comme ça que j'ai découvert la musique, enfin, que je me suis intéressé un peu plus à la musique japonaise, à la J-pop et tout, ses artistes préférés, etc. Enfin, il y avait un groupe qui a posté souvent et que du coup j'ai commencé à m'intéresser. Et du coup j'écoutais beaucoup ce groupe. Il y avait aussi celle qu'elle avait postée, la dernière ouais, musique qu'elle avait écoutée avant son décès. Bon, bref, c'est un peu glauque de dire tout ça peut-être, mais en fait voilà, je vous partage tout ça. Euh, et, euh, et il m'a fallu voilà du temps pour me remettre de tout ça. Euh, et, euh, et voilà, une période de. Enfin, en fait, ça fait très. Enfin, je veux dire, je la connaissais pas. Je la connaissais pas. C'était pas ma pote. C'était pas. C'est pas ça que je suis en train de vous dire, hein. Mais c'est juste qu'en tout cas, ça m'a beaucoup affecté parce que je me sentais proche vis-à-vis de le l'admiration que j'avais pour elle en tant que personne, quoi, tout simplement, sans truc bizarre ou quoi. Enfin, je suis pas en train de vous dire que c'était du fanatisme ou quoi, genre juste vraiment, genre c'est à dire que je l'aimais beaucoup comme enfin non, parce que c'est pas ça a rien à voir. J'allais dire comme Mina, mais ça a rien à voir. Mina, voilà, je suis là, je fais des blagues et tout, voilà, on rigole, je rigole, son physique, tout ça, d'accord. Anna, il y avait rien à voir avec ça, c'était vraiment quelqu'un que j'appréciais, comme Arissa, en quelque sorte, un petit peu, même si c'était moins fort, mais c'était un peu comme Arissa, voilà, toujours eu ce grand respect, cette grande admiration pour la personne qu'elle était, ce côté spécial que je lui ai toujours trouvé, et ce côté unique et sa gentillesse, sa fragilité. euh, mais malgré tout son authenticité, quoi, sa pureté. Et c'est pour ça que ça a été très dur quand je l'ai appris. En parallèle, on m'a dit Arissa, en fait, c'est un truc similaire. En fait, au mois de juin, j'ai appris que Arissa c'était pareil, mentalement ça allait pas et tout, parce qu'elle recevait beaucoup de critiques du fait d'avoir pris sa retraite. Et, et donc j'ai eu peur qu'il se passe la même chose en fait que Anna. Donc c'était très violent. C'était pas les meilleures grandes vacances en 2020, on va pas se mentir. Mais à partir de là, voilà, ça m'a fait beaucoup réfléchir à tout ça, à le côté éphémère entre guillemets de la vie, que la vie c'est pas toujours tout beau, tout rose, et que des trucs comme ça, il va m'en arriver tout le long de ma vie en fait, et des personnes dont je suis encore plus proche, donc c'est-à-dire ma famille proche, etc. Je vais connaître des gens qui vont partir, quoi. Je me suis dit, quand ce sera mes parents, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas, je suis obligé de réussir à surmonter tout ça. La vie est faite de ça, donc d'épreuves. Donc si je m'écroule à la première épreuve, ben, ça veut dire, aussi dur qu'elle soit, enfin je veux dire, c'est pas la première épreuve. Je veux dire, tu perds ton père ou ta mère, c'est pas la première épreuve. Mais si pour des personnes qui me connaissent pas et que j'ai pas connues, je reste dans cette mentalité-là et j'arrive pas à surmonter ça, qu'est-ce que ça va être pour plus tard?
Et quand je pense à Kyoko, etc., j'ai pas le droit, moi, d'être tu vois, d'être bouleversé comme ça. Après, à l'époque, encore une fois, j'allais avoir 18. Non, j'avais 18 ans, j'allais avoir 19. Donc voilà, j'étais encore très très jeune, il y avait beaucoup de choses de la vie que j'avais pas encore compris et tout, quoi. Mais à partir de là, c'est là que j'ai commencé à comprendre que c'est là que petit à petit j'ai commencé à en avoir plus rien à faire du regard des gens, euh, ne pas avoir peur de qui je suis, de mettre en avant les choses que j'aime, etc. Bon après ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça a été tout un travail, mais c'est comme ça que petit à petit j'ai commencé à courir vers mes rêves, que j'ai déménagé ensuite à Paris pour faire les choses que j'avais envie de faire. Pour les raisons que certaines personnes connaissent. J'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais voilà, beaucoup savent pourquoi j'ai déménagé à Paris. Et que petit à petit, j'ai fait toutes ces choses que j'ai faites aujourd'hui. Tout ça, c'est en grande partie grâce à des leçons de la vie que j'ai comprises, notamment grâce au décès d'Anna qui m'a beaucoup bouleversé et qui m'a aidé ouais, à m'accepter en fait. Quand elle a dit tout le monde est différent, tout le monde est spécial, je l'ai évidemment, bon, comme n'importe qui, je l'ai de suite compris, mais j'ai beaucoup réfléchi à cette phrase euh, et j'ai toujours trouvé ça hyper beau et hyper unique comme approche. Et c'est tellement, tellement sincère et tellement vrai, puisque peu importe la personnalité qu'on a, on est tous différents. Ça, c'est la réalité. On est tous différents. Je veux dire, il n'y a pas deux personnes, deux êtres humains pareils, quoi. En tout cas intérieurement. On a tous des patterns qui sont d'une certaine manière à certains degrés différents. Aussi proches qu'on puisse être de nos meilleurs amis ou quoi, on a des patterns, des réactions, beaucoup de choses différentes. On est fait chimiquement tous différemment dans nos réactions et tout ça c'est dû notamment à ce qu'on a connu individuellement. Parce qu'on n'a pas tous la même famille, à part entre frères et sœurs, etc. Mais ça c'est pareil, on n'a pas eu le même cercle d'amis, on n'a pas grandi au cours de la même époque, entre guillemets, parce qu'il y a une personne qui a un an de plus ou quoi, même des jumeaux. euh, on réagit tous différemment et on est tous différents. Mais ça fait que du coup, vu qu'on est tous différents, on est tous spécial à notre manière, puisqu'on a tous notre qualité, nos qualités même, et nos défauts. On a tous nos qualités que beaucoup d'autres n'ont pas. Et c'est à partir du moment où on arrive à les trouver, à les comprendre, que petit à petit, on va plus miser dessus. Quand je parle de qualité, je parle de qualité vraiment, pas de qualité physique ou quoi que ce soit, je parle vraiment de qualité intérieure. Euh, et quand on arrive à les comprendre, c'est là qu'on comprend en fait pourquoi les gens nous aiment. Puisque beaucoup de fois, je me suis dit pourquoi, et même encore aujourd'hui, je me dis pourquoi est-ce que certaines personnes m'apprécient, etc. Et je pense que c'est un côté de moi que j'ai, c'est d'être transparent, comme je vous le fais à travers cet épisode. C'est mon honnêteté et je pense le côté vraiment faire les choses avec le cœur, quoi. Et ça, c'est pas un truc qui est donné à tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est pas à 100% des gens à qui c'est donné. Euh, et c'est quelque chose dont je suis très fier et que j'ai toujours gardé comme une force et qui est plus fort que moi, qui me rattrape constamment en fait. Même si j'essaie de détourner tout ça pour, vous voyez, ne pas m'attacher, etc., c'est plus fort que moi, c'est dans ma personnalité, c'est dans comment je suis. Et certes, ça peut être un problème pour certaines, vis-à-vis de certaines personnes qui sont mal intentionnées, mais d'un autre côté, ben, voilà, c'est plus fort que moi et c'est ce qui fait ma force, quoi. Enfin, entre guillemets, ma force, dans le sens où c'est ce pourquoi beaucoup de gens m'apprécient. Mais bref, à partir du moment où on trouve ça, c'est là qu'on comprend petit à petit qui on est et que on arrive à se révéler et comprendre notre existence dans ce monde, puisque je pense que on recherche un petit peu tout ça. Euh, Enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose que je recherche. Donc peut-être que je vais pas le généraliser et que c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est beaucoup mon cas. Comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a à faire ici en tant qu'être humain, quoi. Qu'est-ce qu'on a à exprimer, etc. Et petit à petit, c'est des choses que j'arrive de plus en plus à comprendre et à se trouver. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Réussir à se trouver, comprendre qui on est, euh,
Et c'est un truc qui se fait sur... c'est un travail d'années, voire de décennies pour comprendre qui on est. Et qui plus est, surtout à l'âge que j'ai aujourd'hui. Je pense que je l'ai exprimé plusieurs fois, mais voilà, quand t'as 20 ans, c'est le moment où tu te construis pour moi. Et du coup, ben là, je pense que je suis dans cette période-là, quoi. Et je comprends de plus en plus qui je suis, ce que je veux dans la vie, et dans ce que je veux au-delà de simplement un métier ou vraiment ce que je veux exprimer, ce que je veux que les gens voient de moi, l'image que je veux donner de moi. Et tout ça, en fait, c'est des choses que, voilà, on construit petit à petit. Donc, je suis content d'avoir compris tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai de moins en moins de mal à me mettre en avant comme je suis. J'en ai plus rien à faire en fait de ce que les gens vont penser. C'est pour ça que j'ai pas peur euh, de, euh, de me montrer, que ce soit sur internet. Je veux dire, vous pouvez voir ma tête n'importe où sur YouTube. Que j'ai pas peur de faire les choses que je fais, même si parfois c'est beaucoup de pression. Genre ce vlog et tout, par exemple, c'était un truc que j'étais pas sûr de moi, quoi, parce que je me montre littéralement. Mais je me suis dit, ben tant pis en fait. Je veux dire, je suis moi. Et si quelqu'un me juge pour le fait d'être moi et de m'exprimer comme je suis, c'est que le souci vient de lui, pas de moi. À partir du moment où tu juges quelqu'un pour ce qu'il est ou pour ce qu'il essaie d'exprimer en étant lui-même, c'est-à-dire pour quelqu'un qui essaie d'exprimer sa simple existence, si tu le juges ou tu te moques de lui, c'est que la personne en fait qui pose souci, c'est pas lui, c'est clairement toi en fait. À partir du moment où tu te moques de quelqu'un pour son physique ou pour sa vision de la vie, disons, sa vision de la vie, enfin vous voyez ce que je veux dire, je pense, avec les nuances que ça comporte. Mais voilà, je pense que le souci il vient clairement de toi en fait. Euh, Moi je pense que c'est au contraire, c'est ce qu'il y a de plus beau, de pas avoir peur et c'est ce qui m'a amené où j'en suis aujourd'hui. Et qui petit à petit m'aide à en avoir plus rien à faire du regard des autres, quoi. Quand j'ai commencé, par exemple, j'aime bien prendre cet exemple, mais quand j'ai commencé la muscu, je sais que c'est le cas pour beaucoup de personnes, mais quand on commence, quand on va à la salle, ben on a zéro physique en fait. Donc on arrive dans une salle et on a peur du regard des autres. On se dit, mais attends, je vais arriver à cette machine, je sais pas comment on fait, je vais me taper la honte, quoi. Genre, ça va être la honte. Je sais pas bien le faire, j'ai pas de physique, il y a que des mecs giga musclés, ils vont me regarder et tout. Et j'y suis allé la première fois et je me suis dit, je m'en fous. Genre, je veux dire, on a tous commencé comme ça. On a tous commencé, on était nuls. Tous les domaines où on est bon, on a commencé, on était explosé au sol. C'est normal, tu commences, t'as pas de physique, c'est la base en fait. Personne ne naît avec un physique de ouf. Et personne ne naît en sachant faire tel truc ou tel truc. Donc je me suis dit, je vais me taper l'affiche et tout, mais. Et tous les gens qui ont envie de se mettre à la salle et tout, mais qui ont un peu peur dans le fond, qui. Vraiment, si vous lisez au fond de vous, que vous savez que vous avez peur vis-à-vis de ça, je vous dis, genre, il n'y a aucune raison d'avoir peur, puisqu'en fait, il n'y a personne qui va vous calculer. Les choses que vous faites, il n'y a personne qui va vous calculer. Et on commencera à vous calculer le jour où il y aura des résultats. En attendant, tout le monde s'en fout en fait. Et qui plus est encore plus à la salle. Parce que chacun fait son entraînement dans son coin et personne ne regarde l'autre. Tout le monde s'en fout, vraiment. Tout le monde s'en fout. Tant que vous n'êtes pas piqué avec des bras disproportionnés, en fait, il n'y a personne qui va vous calculer. Donc, franchement, et au contraire, moi j'en vois tous les jours, enfin peut-être pas tous les jours, mais j'en vois très souvent des gens qui commencent à la salle et j'ai un grand respect pour eux, une grande admiration, puisque je suis passé par là, je sais ce que c'est. Donc je vois des gens qui se lancent et j'ai beaucoup de respect pour eux et je suis même content de voir ça, quoi. De les voir un petit peu galérer ou pas comprendre et tout. Je vais pas les voir leur dire ah ça se fait comme ça ou quoi, parce que en fait, moi c'est pareil, ça fait 2 3 ans que j'en fais, donc j'estime que je suis pas encore assez doué ou que j'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit. Mais du coup, voilà, j'aime bien voir de nouvelles têtes et voir des gens essayer en fait. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Sans en avoir rien à faire en fait du regard des autres, euh, c'est quelque chose que j'ai réussi beaucoup plus à accepter, à m'accepter beaucoup plus comme je suis. Je suis comme ça, voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, ouais. Oui, je suis petit, d'accord, qu'est-ce que je peux y faire? Est-ce que je peux grandir? Non. Donc vas-y, fous-toi de ma gueule parce que je suis petit. Qu'est-ce que je vais faire de plus, tu vois?
Ouais, je suis pas, je suis tout fin. Qu'est-ce que je vais faire de plus? Enfin, je veux dire, je vais à la salle pour m'améliorer, devenir giga balèze, quoi. Mais en fait, pour l'instant, on est dans ce procédé, donc oui, je le suis toujours. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que du jour au lendemain, je vais devenir plus balèze? Non. Donc, moi, je continue à progresser, faire ma progression. Dans 10 ans, peut-être que je serai plus balèze. Et toi, tu seras toujours au même rang alors que tu te foutais de ma gueule il y a 10 ans, tu vois. Alors que moi, je serais devenu meilleur que toi. Voilà, voilà. Et je t'emmerde au passage, tu vois, voilà, c'est ça. Il y a eu beaucoup de gens, en fait, qui se sont foutus de ma gueule. Ah, toi, avec ton physique, tu vas à la salle? Aujourd'hui, en fait, voilà, ah, Samy, franchement, t'as pris, hein, ah, Samy, en ce moment, j'ai mal au dos. Euh, Tu penses que ça vient de quoi? Mais je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre, en fait. Tu te foutais de ma gueule quand je te disais que j'allais à la salle. Aujourd'hui, t'as, je sais pas quoi, des problèmes de dos, je sais pas quoi. Tu me demandes quel exercice tu peux faire. Mais est-ce que moi, il y a marqué kiné sur ma tête? Démerde-toi, va voir un spécialiste. Moi, je suis pas. Oh, c'est quoi ça? Tu veux que je te dise quoi? D'aller faire du bench? Tu vas te niquer encore plus le dos, mais moi, je te dis, fais du bench. Enfin, voilà, je prends la muscu en exemple, mais pour que vous compreniez un petit peu ce que je veux dire, quoi. Donc, voilà, je voulais revenir un petit peu sur tout ça. Et en même temps, ben, c'est ce qui m'a fait euh, m'essayer à tellement de choses. Je parlais de la muscula, mais c'est pareil pour le montage. Et c'est grâce à Anna que j'ai fait du montage, en fait. Et qu'il y a ce podcast aussi. Et qu'il y a tout, en fait. Que j'ai réussi à vaincre, enfin, du moins pas complètement, mais je réussis de plus en plus à battre ce, ce regard des gens, quoi. Euh, et le podcast, ça en est une preuve magnifique, je pense. Aujourd'hui, je m'adresse à peut-être 200 personnes à peu près. C'est pas grand-chose, je veux dire, comparé à n'importe quel youtubeur, c'est rien du tout. Mais c'est 200 personnes qui m'écoutent, qui peut-être vont écouter cet épisode et qui, j'espère, se reconnaîtront peut-être dans certains trucs que j'ai pu dire, quoi. Ou que ça va aider. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai ce podcast. J'ai pas peur de filmer ma tête. J'ai pas peur de réagir comme je réagis. Je suis qui je suis. Et voilà, en fait. Genre, je suis comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus? J'apprends à devenir meilleur. J'ai des défauts, comme tout le monde. Je suis pas en train de vous dire que je suis parfait. Mais je pense être sur la bonne voie de ce que je recherche et de ce après quoi je cours dans la vie. Donc, voilà, en fait, j'ai de moins en moins peur du regard des gens et j'arrive de plus en plus à m'apprécier, à m'aimer tel que je suis, alors que ben, j'ai commencé de très très loin, quoi. Comme je vous l'ai dit au début. Donc aujourd'hui, en fait, ça a fait que ce regard que, enfin, cette peur que j'avais du regard des autres, petit à petit, j'ai réussi de plus en plus à la vaincre et à m'essayer à de nouvelles choses. Donc j'ai fait ce podcast, j'ai commencé le montage justement pour rendre hommage à Anna. De base, c'était juste ça. J'ai juste fait un montage de 2 minutes, je crois, qui était nul à chier, il faut dire les choses. En fait, je voulais juste rendre hommage à Anna et je voulais le faire à travers un montage vidéo puisque moi, c'était les choses qui me touchaient le plus à l'époque. Et je regardais beaucoup de montages de Anna pour me rappeler en fait de tout ça. Donc, c'était pour ça que je voulais faire ma version à moi, qu'elle soit bien ou mauvaise, je voulais faire ma version dont je serais fier d'avoir fait. Pas du résultat final, mais surtout de l'avoir fait, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai essayé. Et je savais pas comment ça marchait. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait faire les choses, qui aime pas abandonner, entre guillemets. Et j'avais cette vision un petit peu immature d'accomplir des choses qui était que pour moi, il fallait faire les choses sans jamais lâcher. Et, euh, et en gros, c'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait que je fasse la vidéo dans la journée, quoi. Moi, je me suis dit, faut que j'ai envie de la faire aujourd'hui, je vais la terminer aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, voilà, c'est plus comme ça. Faire un truc comme ça dans la journée, dans l'instant, c'est pas comme ça que ça marche et t'auras pas des beaux résultats avec ça. C'est un travail constant, petit à petit progressif, qui fait que tu t'améliores dans ce genre de choses, et pas que le montage, quoi. Donc moi je comprenais pas à l'époque, je savais pas comment le montage marchait, tout ça, et j'avais cette vision un petit peu immature d'accomplir une chose, quoi. Donc je l'ai faite dans la journée, et sur la fin évidemment je comprenais rien, c'était en train de me saouler, je me suis dit vas-y, je vais finir comme ça, bon c'est quand même bien, c'est pas grave, c'est mieux que rien et tout.
Voilà, je l'ai fini, je l'ai upload. Bon, ça a eu, je crois, 20 vues, un truc comme ça, mais je m'en fous. Je l'ai mis sur YouTube et je l'ai partagé à deux trois personnes. Et après, je l'ai mis en privé au bout de 3 jours, quoi. Et je me suis dit, le montage, plus jamais. Et après, à partir de là, bon, c'est comme ça que je me suis intéressé un peu plus au montage. Je suis tombé sur des montages. Je me suis dit, mais putain, mais comment des mecs arrivent à faire des trucs aussi stylés? Moi, je suis là, je galère pour assembler 3 clips. Et eux, ils font des trucs de fou comme ça. Et c'est là, petit à petit, j'ai commencé à analyser un peu plus. Je me suis dit, mais attends, mais moi, je suis là, je fais des. Il y a des cuts, ça dure 40 secondes, le clip. Eux, ils font des cuts de 3 4 secondes. C'est une dinguerie. Comment ils font ça? Comment ils font pour que ça rentre bien? Bref, donc petit à petit, ça m'a intéressé. Et après, bon, c'est comme ça que le reste n'est que de l'histoire, quoi. J'ai découvert un petit montage qui avait été fait par Storm, j'ai rejoint son serveur et petit à petit, voilà, j'ai appris et je me suis donné les moyens, quoi. Et 2 3 ans après, je faisais un montage pour Strong Stylish qui était, je pense, très sincèrement, ça a été un des plus appréciés, des montages les plus appréciés de tout Twitter. Ça a touché beaucoup de personnes quand je l'ai sorti et ça m'a fait énormément plaisir. J'avais fait ma première version avant Strong Style, j'en avais fait une autre quand j'avais 1 an d'expérience. C'était pas ouf ouf, mais c'était déjà mieux que le tout premier que j'avais fait. Et ensuite j'en ai fait un pour Strong Style qui voilà du coup a plutôt bien fonctionné je crois. Et ça a l'air d'avoir plu, ça a l'air d'avoir touché les gens et tout. Donc voilà. J'étais plutôt content de comment ça a rendu. Et c'est comme ça que voilà, je me suis intéressé au montage et que je me suis lancé dans le montage et qu'aujourd'hui je produis tout ce que je fais et j'ai réussi à créer toutes ces choses. Et c'est pour ça que je suis autant fier, que je suis aussi fier de ce que j'ai accompli, de cette communauté que j'ai réussi à rassembler. Et tout ça, c'est dû en grande partie grâce à Nakimura. Puisqu'après son décès, je cherchais beaucoup de gens avec qui en parler, j'avais besoin d'en discuter avec des gens qui l'ont connu. Donc pour moi c'était important parce que j'aurais pu en parler à n'importe qui, mais en fait c'est pas n'importe qui la connaissait, vu que le Joshi, il y a personne qui connaît ça, surtout en 2020. En juin 2020, il y avait personne qui suivait quoi. Les shows venaient à peine de reprendre, et encore même pas je crois, à l'époque où je cherchais. Donc c'est comme ça que j'ai atterri dans un serveur Discord. Je me suis remis à Discord, j'ai atterri dans un certain serveur. On m'a dit ouais. Au début, j'ai juste rejoint un serveur de catch comme ça et je me suis dit je vais juste parler d'Anna parce que j'ai envie d'en parler, juste recommander les matchs que j'ai bien aimés et tout, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui connaissent quoi. Et on me dit ah ben tu vas bien t'entendre avec telle personne. Il regarde beaucoup la Stardom et tout. Je me dis waouh, incroyable. Donc voilà, je rencontre cette personne. Je sais pas s'il va écouter ce podcast. Peut-être Théo si t'écoutes ce podcast. Mais parce qu'en plus c'est marrant parce qu'on s'est reparlé là il y a pas longtemps. Donc ça fait très bizarre, mais en gros voilà, c'est la première personne française avec qui j'ai parlé de Joshi, donc ça me fait très bizarre. Et c'est comme ça que j'ai rejoint ce serveur Discord et que j'ai pris un petit peu plus confiance en moi, que j'ai commencé à faire des vocaux. Et les vocaux, j'avais très 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 peur. Dès que j'étais dans une vogue, j'avais très peur. J'osais pas parler. J'avais peur de couper la parole aux gens. J'étais stressé, je tremblais un petit peu avant chaque prise de parole. On me disait, ah Samy, je sais pas quoi, toi tu penses quoi de ça? Euh, alors, oui, moi je trouve que c'est pas mal. Alors que j'étais juste en vogue, quoi. Et c'était des gens, voilà, comme n'importe qui, quoi. Comme vous, moi, voilà. Ils allaient pas me manger, quoi. Mais bon, j'avais un petit peu peur. J'avais peur et j'osais pas trop parler et tout, parce que j'ai toujours été quelqu'un de très timide et très réservé. Donc voilà, j'avais un petit peu peur. Et c'est à force de faire ces petits vocs et tout que petit à petit j'ai commencé à avoir un petit peu moins peur de m'adresser en public, à parler avec les gens et à donner mon opinion. Et juste après, voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Ethan Emiliano, quelques mois après, 2 3 mois après à peu près. Et à partir de là, ben, ça a été l'envol, quoi. Ça a été ben, la suite que vous connaissez 2 ans plus tard, Starlink qui ouvre ses portes, quoi. Donc voilà, c'est une belle histoire. Et c'est pour ça que je voulais vous dire que ça a eu. Anna Kimura a eu un grand impact dans ma vie, et je crois que j'en ai jamais parlé dans le podcast. Et là, je me dis que 5 ans plus tard, je me devais de retracer un petit peu tout ça et vous aider à comprendre un petit peu, un petit peu plus qui je suis. Puisque je suis un mec qui débarque de nulle part et qui parle de Joshi, qui prétend connaître un petit peu et tout. Mais ouais, parce que ça fait quand même depuis 2019 que je suis, que je loupe pas un show et que je me suis intéressé, je me suis buté à Stardom depuis 2019, quoi. Euh,
Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ouais, genre aujourd'hui, 5 ans plus tard, je suis là à faire du montage en freelance pour mes catcheurs préférés. Drew Parker, Jordan Oliver. J'ai bossé avec mes catcheurs préférés, ceux que je regardais à la télé en étant fan quoi, en 2020. Aujourd'hui, je bosse avec eux. Ils me payent pour faire du montage pour eux. Je trouve ça fou en fait. La vie est complètement folle quand on se donne les moyens. On peut avoir des résultats absolument splendides. Et, euh, et j'ai ce podcast. J'ai réuni une communauté de Joshi en France. Je trouve ça absolument phénoménal et fabuleux. J'ai rencontré des amis avec qui je peux parler de catch. Ça n'a jamais été le cas et j'en ai beaucoup souffert, surtout pendant le lycée. C'était un truc, je me sentais renfermé sur moi-même, je n'osais pas en parler puisque sinon on se foutrait de ma gueule. Donc j'avais pas la possibilité de pouvoir parler de tout ça. Et j'ai rencontré des personnes comme Miano, etc. Et maintenant, voilà, on se connaît IRL. Je vais chez lui de temps en temps et tout. Bon, là, je pourrais un petit peu moins, mais voilà, on déconne ensemble. On est parti au Japon ensemble. J'ai réalisé mon rêve avec lui. Donc, je veux dire, il n'y a pas plus beau en fait. Et à côté, voilà, ce podcast, c'est pour ça que c'est autant une fierté, puisque c'est aussi euh, ce travail de moi qui me met à nu publiquement, alors que de base j'étais quelqu'un de très timide, très réservé, qui a toujours beaucoup douté de soi, qui a jamais eu confiance en lui, jusqu'aux dernières années où en fait j'ai vu des résultats, j'ai vu des progrès et c'est ça qui m'a donné cette confiance que j'ai aujourd'hui et que j'arrive à m'aimer de plus en plus. C'est pour ça que souvent voilà, je dis ouais, je suis le boss, je sais pas quoi parce que ou que je me kiffe parce que c'est pas dans le sens prétentieux, c'est que j'ai appris à m'aimer et c'est une manière un peu exagérée, un peu détournée de dire que j'ai appris à m'aimer, qu'aujourd'hui j'en suis à un stade où je suis fier des choses que j'ai pu accomplir au point où j'apprécie la personne que je suis devenue. Donc c'est ça que ça veut dire, c'est juste que voilà, du coup je le tourne un petit peu de manière plus drôle, puisque oui, quand même, je suis heureux de dire aujourd'hui que je m'aime tel que je suis, et je pense qu'il n'y a rien de plus beau que ça, et que c'est un grand pas dans la vie quand on arrive à s'aimer sincèrement. Pas dans le sens je me kiffe, je me regarde dans le miroir, je sais pas quoi, mais vraiment dans le sens aimer qui on est, connaître ses qualités et savoir où est-ce qu'elles sont et comment les utiliser à bon escient, etc. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Et c'est comme ça qu'on arrive à se connaître et qu'on peut devenir son propre meilleur ami et que du coup on peut s'en sortir dans n'importe quelle situation. Quand on arrive à vraiment se connaître, on sait comment on va réagir, on arrive à anticiper beaucoup de choses et tout, donc je pense que c'est la meilleure chose, quoi. Donc c'est beau, et je suis content que, voilà, en 5 ans, j'ai fait ce podcast, je fais du montage pour mes catcheurs préférés, et je suis devenu bon dans ce domaine, alors que de base, j'ai haï ça. Euh, et, euh, et à côté, ben voilà, comme je l'ai dit dans le serveur Discord, je vais partir vivre au Japon pendant un an. Je me dis, c'est quand même. C'était mon rêve depuis l'époque ouais, 2020, même 2019. Je m'étais promis que j'allais faire ça un jour. Et aujourd'hui, j'y suis, quoi. Et c'était à l'époque d'Anna. Après son décès, je me suis promis de vraiment plus me mettre au japonais, qu'un jour j'irai au Japon. Et que voilà, j'allais continuer, j'allais jamais lâcher le japonais, que j'allais continuer de réussir à parler couramment, à, à faire toutes ces choses que j'ai faites aujourd'hui. Donc c'est que le début, je pense et j'espère. Euh, et je sais pas ce que me réservera la vie, ce que va me réserver le futur, mais je pense que je suis sur la bonne voie. En tout cas, je suis sur la voie du bonheur vis-à-vis de ma vision de moi-même et de la vie. Donc je pense que c'est très bien comme ça. Et j'ai vraiment beaucoup travaillé pour en arriver là. Donc je suis très très fier et Anna en est indirectement responsable puisque son décès c'est ce qui a causé tout ce que j'ai aujourd'hui quoi. Donc je suis très fier de tout ce que j'ai pu accomplir, voilà, de tout ce que j'ai aujourd'hui. Je me suis battu pour l'avoir et, et voilà, on a les résultats pour lesquels on travaille, si ça se dit. Donc voilà, aujourd'hui, quand je vois les résultats que j'ai, le fait de réussir à parler comme ça de manière intermédiaire en japonais, c'est déjà fou la progression, je trouve. Avoir tous ces petits contacts à droite à gauche et tout, je trouve ça fou aussi.
avoir toute cette communauté, même si c'est que 200 personnes, mais avoir 200 personnes qui écoutent les épisodes chaque semaine, qui m'écoutent à moi, qui écoutent cet épisode, qui est intéressé par qui je suis. Pour certaines personnes, c'est peut-être pas les 200 personnes, mais sur les 200, il y en a peut-être une dizaine qui tient vraiment, entre guillemets, à moi, même s'ils me connaissent pas directement, voilà, mais je veux dire, c'est assez fou. Et c'est pour ça que je tenais à exprimer tout ça aussi au travers de cet épisode. C'était pas simplement une review de show que je voulais faire, c'était vraiment vous exprimer tout ce qu'Anna Kimura m'a apporté et où est-ce que j'en suis aujourd'hui depuis son décès. Et en 5 ans, le fait que j'ai réussi à accomplir tout ça grâce à elle. Donc voilà, je la remercie de là où elle est. Euh, et, euh, et la vie est faite de bonnes surprises. Donc croyez en vous, euh, aimez ce que vous faites, aimez-vous surtout. C'est la chose la plus importante. Et dans les moments difficiles, n'hésitez pas à parler, à chercher de l'aide. Il n'y a rien de plus important que ça. On n'en a rien à faire. Vraiment, on s'en contrefiche pour parler de manière polie de, de ce côté d'ego. Mais ouais, mais hein, je parais faible. Il n'y a pas de faible, il n'y a pas de... Vous avez besoin d'aide, allez chercher de l'aide. Que ce soit un psy, que ce soit quelqu'un de votre famille, que ce soit un ami, que ce soit un random sur internet à qui vous avez parlé depuis 5 minutes, peu importe. Ce qui compte, c'est pas la personne à qui vous allez parler, c'est la personne à qui vous faites confiance pour vous livrer. Et même si c'est une personne random à qui vous reparlerez plus jamais de votre vie, si ça peut vous aider à vous sentir, disons, moins gêné de dire tout ça, de dire vos problèmes, faites-le. Enfin, je veux dire, allez pas voir un mec dans la rue, lui dire, ah, excuse-moi, attends, faut que je te parle de mes problèmes. Non, je vous dis un mec que vous connaissez quand même, quoi. Mais n'ayez surtout pas peur. euh, et arrêtez avec ce côté honte, je sais pas quoi, y a aucune honte à parler et à aller chercher de l'aide, vraiment. Puisque c'est la clé de la guérison. Parler, sortir tout ce qu'on a, sortir ce poids. Et il n'y a rien de plus libérant, je crois que ça se dit. Il n'y a rien qui libère plus que de lâcher ce poids qu'on a enfoui en soi. Pardon. J'arrive plus à parler, il commence à être tard, il est presque 1 heure. Mais voilà, allez chercher de l'aide si vous en avez besoin. Dans les moments difficiles et tout, c'est dans ces moments-là que justement il faut faire ça. Donc n'ayez pas peur et n'en ayez rien à faire du regard des autres. Vous êtes qui vous êtes, euh, vous avez les qualités que vous avez et apprenez à vous aimer pour ça. Et quand vous y arriverez, je pense que ce sera vraiment la clé de la réussite, quoi. Ce sera la clé du bonheur plutôt. La réussite de votre vie et le bonheur en général. Voilà. Je pense que c'est vraiment ouais, la leçon que je tire de tout ça. Donc, ouais, c'est ce que je dirais pour le mot de la fin. Je pense que je vais terminer ici. Je vous remercie à tous si vous avez écouté cet épisode en entier. Je vous invite encore une fois à acheter le show pour soutenir une belle cause, rendre hommage à Anna et des Kyoko dans ses démarches juridiques. Le but c'est qu'elle remporte. C'est vrai que moi j'ai beaucoup, je vous l'ai dit, j'aimais beaucoup Terrace House, etc. Mais depuis ce que j'ai appris et les traductions, etc. que j'avais vues de Farah, je sais plus, à l'époque, Farah je crois. Ah, je sais plus. Mais depuis, j'ai plus jamais regardé un épisode de Terrace House. En fait, j'ai complètement arrêté. J'ai jamais re-regardé et je le ferai jamais par respect. Mais du coup, voilà, je vous invite à, si vous en avez les moyens, peut-être acheter du merch ou quoi. Je pense que c'est toujours bien de soutenir une cause qui plus est. En plus, enfin, c'est toujours bien de soutenir une cause, euh, mais encore plus quand elle vous tient à cœur. Et moi, c'est une des causes qui me tient le plus à cœur. Donc c'est pour ça que je tiens à mettre en avant ça. Et je vais voir si je peux mettre ça dans la description, peut-être le lien. Je vais essayer de retrouver tout ça, ou en tout cas le lien du show déjà je vais vous mettre. Mais si vous pouvez donner à son association ou acheter du merch pour que ça puisse aider à payer pour son association, etc., n'hésitez pas. Je vous invite aussi à en faire la promotion légale.
chaque année, si vous pouvez. Moi, je continuerai de le faire et de toujours mettre en avant ce show qui est absolument sublime. Et de toujours voilà, garder une place dans mon cœur pour Anna, pour tout ce qu'elle m'a apporté. Et toute l'inspiration que j'en ai tirée, toutes les leçons que j'ai gardées de toutes les choses qu'elle a pu dire, ou voilà, des fois où elle a exposé sa vision des choses, quoi. Donc merci à tous d'avoir suivi. Euh, je vous demande pas de like, je m'en fous, vraiment, très sincèrement, j'en ai rien à faire. Like, commentaire, tout ça, je m'en fous. Enfin, commentaire, ça m'intéresse, savoir ce que vous voyez. Peut-être ce serait une manière peut-être de discuter un petit peu plus de ce sujet qui est très spécial, très particulier. Mais ce serait intéressant de vous lire pour ce sujet qui n'a rien à voir avec le catch, mais qui, moi, me tient beaucoup à cœur, puisque c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, que j'ai connu et que je tenais à vous partager de ma propre expérience. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Encore une fois, ce que j'ai connu ne s'applique pas à la vie de tout le monde. D'accord? Je vous fais juste part de mon expérience et des leçons que j'ai tirées. Et j'essaie de vous donner des conseils vis-à-vis de toutes les leçons que j'ai pu tirer de ces expériences. Donc, encore une fois, je ne suis personne, d'accord? Je voulais juste m'exprimer à travers moi et mon expérience. Encore une fois, voilà. Donc, ouais, c'est pour ça, mettez peut-être un petit commentaire si jamais, voilà, vous voulez développer un petit peu plus sur les choses que j'ai pu dire. Et c'est aussi pour ça que je voulais mettre ça sur YouTube. Évidemment que j'allais pas mettre ça sur une quelconque autre plateforme. YouTube, voilà, c'est visible par tout le monde. Ceux qui ont envie d'écouter, ils écoutent. Ceux qui n'ont pas envie, ils écoutent pas. Ceux qui ont été frustrés parce que j'ai dit qu'il fallait pas promouvoir ça illégalement, ils se sont déjà barrés de toute façon. Donc voilà. Et voilà quoi. Si jamais vous voulez me faire un retour, vous voulez discuter de tout ça sur Discord, si jamais vous avez besoin de parler, c'est un grand plaisir. Si jamais je peux être source d'aide, euh, même si voilà, je fais pas partie de votre vie ou quoi, si jamais vous avez besoin, je sais pas, de parler de quelque chose vis-à-vis de tout ça, ou parce que comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui se reconnaîtront dans certaines choses que j'ai pu énoncer. Donc, si jamais vous avez besoin de parler ou quoi, si je peux être d'une quelconque aide, ce serait avec grand plaisir. Et en attendant, bah, écoutez, la vie continue. C'était un épisode très assez triste, c'est vrai, et assez profond. Et je vais pas vous mentir, même l'upload, ça me fait un petit peu peur. Je sais. Là, je l'ai fini, vous voyez, mais ça me fait un petit peu peur de l'upload. Les réactions que je peux avoir. euh, le fait de ne pas être. C'est pas que je suis pas légitime, mais pour parler de ce genre de choses, même si c'est un sujet qui du coup m'intéresse énormément, euh, j'essaie de m'intéresser énormément à tout ça, à tout ce qui est problèmes mentaux, etc., dépression, anxiété, pour comprendre un petit peu mieux d'où ça vient, comment l'appréhender, comment travailler sur ça et guérir de ça, puisque même quand on l'a connu une fois, la dépression, je pense que c'est quelque chose qui ne partira malheureusement jamais, mais dans le sens où on peut toujours être heureux, mais dans le sens où on aura toujours voilà, des petites pensées, peut-être pas d'anxiété, mais on aura toujours ces moments voilà, où on est bas, quoi. On a toujours nos propres démons, voilà. Et ce qu'il faut apprendre à faire, c'est nager, tout simplement, comme disait Mac Miller, swimming. Donc, aimez-vous, euh, n'en ayez rien à faire du regard des autres, puisque c'est votre vie, pas celle des autres. Euh, N'ayez pas peur d'aller chercher de l'aide quand vous en avez besoin. Et travaillez vers ce pourquoi vous voulez travailler. Dirigez-vous vers vos rêves, vers vos objectifs. Je pense que c'est la source de motivation numéro une pour se lever le matin et pour donner un sens à sa vie. Et donner de l'amour à vos proches. Je pense que ça aussi c'est très important. C'est quelque chose que j'ai pas beaucoup parlé, mais qui se sentent aimés. Je pense que c'est la meilleure prévention qu'on puisse faire pour qu'une personne ne parte pas inopinément.
donnez de l'amour, répandez l'amour, et répandez-la sur les autres et sur vous, encore une fois. Voilà, et la vie continue. Continuez de croire en vous. Améliorez-vous chaque jour. Euh, et n'ayez pas peur de devenir une personne meilleure. Puisque le bonheur s'ouvre à... Ah, je voulais dire quoi? Le bonheur s'ouvre aux personnes qui s'aiment. Voilà, aimez-vous. Apprenez à vous aimer plutôt, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Accomplissez des choses qui vous rendront fiers. Et faites le bilan des choses dont vous êtes fiers que vous avez pu accomplir. Je vous jure que c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien et qui aide pour son sa vision de soi-même, quoi. Voilà, c'est sur ces mots que je vais vous laisser. Je suis désolé encore une fois que ce soit parti un petit peu dans tous les sens. Même là, j'ai du mal à vraiment réellement terminer parce qu'il y a encore beaucoup de choses que j'aimerais dire. J'aime bien parler de ce sujet. Euh, c'est quelque chose que je trouve très important et sur lequel j'ai des choses à dire et que je pense pouvoir donner quelques conseils vis-à-vis de mon expérience personnelle. Voilà, ça me fait très plaisir de pouvoir parler. Enfin, c'est un peu glauque de dire ça, mais ça fait plaisir de pouvoir parler d'un sujet comme ça, d'un sujet plus sérieux, comme j'ai pu le faire deux, trois fois parfois. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, tous ceux qui seront restés jusqu'au bout. Euh, C'était un épisode très spécial. La suite continue. On se retrouve au prochain épisode. J'aurai beaucoup de choses à vous dire vis-à-vis, comme je vous l'avais dit, de mon départ au Japon. On en reparlera au prochain épisode. Et ce sera un épisode qui sera quand même un peu plus jovial. Vous inquiétez pas. On sera là de retour pour être aigri sur les choses Stardom et critiquer Silly pour embêter Miano. Voilà, merci à tous d'avoir suivi. C'était Samy. On se retrouve très bientôt. Merci à tous pour le soutien. Merci pour tout ce que vous m'apportez tous les jours et continuez de progresser, de devenir une meilleure personne chaque jour. Aimez-vous, donnez de l'amour à vos proches et courez après vos rêves. Merci à tous. Ciao tout le monde. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Now you're going to die.